Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast numéro 2. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec Louis, que je vais laisser se présenter juste après. Mais tout d'abord, pour pas oublier, je tiens vraiment à remercier tous les gars et toutes les filles qui ont donné de la force sur le premier podcast. Franchement, les gars, vous m'avez grave boosté. On a fait franchement un bon score pour un premier podcast. Et voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez un gros like. Franchement, ça donne de la force. Et voilà, les guests qui vont être voilà, invités sur le podcast seront de plus en plus gros. Même si Louis est un monument dans le coaching. Tout de suite. Bah, allez, Louis, je te laisse te présenter et voilà, Bah nous écoute, dire ce que tu as à dire. déjà je te remercie pour l'invitation, ça fait super plaisir de déjà pouvoir donner des idées ou simplement débattre avec toi sur certains sujets. Du coup, moi je m'appelle Louis Félix, je suis pratiquant et coach de force athlétique depuis maintenant 2 ans et demi. Donc je pratique la FA depuis 2 ans et demi et je coach depuis maintenant une bonne année et demie. Et du coup, comme Maximilien, j'aide les athlètes à progresser sur le long terme et à simplement réussir leurs objectifs, que ce soit les minima France ou des objectifs plus bas. Donc voilà. D'accord. Bah écoute, belle introduction. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à aller suivre mon gars Louis sur les réseaux. Donc je vous mets toutes les infos dans la description, comme ça vous allez voir, il fait du bon boulot, il fait des bons petits reels comme on les aime. Ok. Du coup aujourd'hui petit podcast où avec Louis on va se renvoyer la balle un peu avec des questions sur divers sujets, un peu techniques, un peu philosophiques, un peu mindset. Bref, je laisse Louis commencer avec sa première question, comme ça on rentre dans le vif du sujet direct. Ouais, moi j'avais un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce qu'on le voit beaucoup en ce moment, surtout chez les pratiquants débutants, c'est le slack agressif. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça de manière générale? Bah alors déjà, j'aimerais que tu me donnes une petite définition pour qu'on mette le contexte du slack agressif, que je vois si je suis aligné avec toi sur la définition et ensuite je te donnerai mon point de vue. Du coup, pour moi, le slack agressif, c'est vraiment, tu sais, mettre la barre en tension, mettre un gros à-coup vers le haut, entre guillemets, et ensuite placer tes hanches, tu vois, et confondre un peu la précipitation avec l'intention de vitesse. Ok, Tu vois, c'est ouais. vraiment un truc hyper agressif, tu mets direct la barre en tension, et voilà, slack agressif, quoi. Ok, ça marche. Bah moi du coup, ouais, le slack agressif, je le vois comme ça, mais je le caricature plus comme ouais, le fait de tirer sur la barre. Enfin, je sais pas si tu vois la notion un peu de tirer sur la barre. Moi, j'aime pas du Ouais, tout ce terme de tirer, tu vois. ouais, Genre, pour moi, tirer, c'est vraiment le truc où le mec confond puissance, production de force et agressivité comment dire, tu sais, vraiment le fait de tirer sur la barre. Bref, je pense qu'on s'est compris. ouais. Donc, moi, ce que j'en pense, alors, j'ai fait une vidéo, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo, je crois que c'était hier, un petit Reels qui parlait un peu de ça, du fait vraiment de prendre son temps, de laisser son corps, en fait, se mettre en tension, etc. Et Mm. c'est là où, en fait, on va débuter un peu voilà, sur ce sujet. C'est vraiment déjà parler du fait que les athlètes peu expérimentés ont entendu une fois en commençant le powerlifting, ouais, tire le slack de ta barre, euh, comment dire, en enlevant un peu le côté, ouais, tire aussi le slack de ton corps de l'équation. Mm. Donc, les athlètes ont tendance en fait à se concentrer uniquement sur la mise en tension de la barre, qui est d'ailleurs souvent mal faite, étant donné que mettre la barre en tension, c'est pas donner un coup sec et entendre le clac, comme Ouais. pourraient le dire certains athlètes. Et donc, c'est là où se fait l'erreur. C'est que il faut savoir dissocier, mettre en tension, du coup, comment dire, la chose externe au mouvement, qui est la barre. Elle fait pas partie de notre corps. Donc, savoir la mettre en tension, mais aussi savoir comprendre que, du coup, si on cherche à fusionner avec la barre, il faut que le corps soit aligné avec la mise en tension de la barre. Donc, pour résumer un peu ma vision de la chose, la barre se met en tension parce que le corps s'est mis aussi en tension en même temps. En fait, on cherche à éliminer tous les mous qui se produisent, enfin, tout le mou en fait qui peut se produire avant le décollage. Mm. Donc, si on doit vraiment mettre des mots là-dessus, le mou, par exemple, ça va être la barre qui glisse légèrement dans ton hook. C'est Mm. normal. Donc, c'est le temps que la barre se stack en fait dans ton grip. C'est aussi voilà, le dos qui s'arrondit légèrement, la petite syphose qui se crée. Donc ça fait partie aussi de la mise en tension du dos. Ton dos, comment dire, si en fait au tout départ du mouvement, il s'arrondit un petit peu, c'est beaucoup mieux qu'en fait s'il s'arrondit pendant le mouvement en fait. Là Mm. où du coup ça sera justement le slack du corps qui n'a pas été mis en tension lors du setup. Et du coup il y a cet aspect aussi de la barre, voilà, le mou de la barre qui s'élimine, même si
la notion un petit peu plus compliquée que ça, je pense, au niveau du terme du slack. Donc, pour conclure, ce que j'en pense, c'est que, comment dire, la précipitation est vraiment l'ennemi quand tu veux mettre en place cette queue, cette partie du mouvement. Ouais, c'est ça, parce moi, c'est ce que je répète souvent à mes athlètes, c'est qu'il y a mettre de l'intention de vitesse, qui est relativement importante, et se précipiter. Tu vois, les deux ne sont pas pareils. C'est-à-dire que tu peux prendre ton temps, tu peux mettre de l'intention de vitesse quand tu commences à décoller ta barre, mais par contre, quand tu places tes hanches, quand tu tires ton slack, tu peux le faire très bien en prenant ton temps et en le faisant de manière très progressive et créer quelque chose de super progressif. Et d'un coup, dès que la barre va commencer à se faire tirer ou à décoller, bah boum, tu mets de l'intention de vitesse. Mais ça ne veut pas dire que tu es précipité. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à faire la dissociation et c'est quelque chose qui est hyper important parce que sur un slack agressif, moi je tire avec un slack agressif, ça me correspond très bien parce que je suis très fort là-dessus et j'ai surtout un ancrage de hanche qui est standardisé. J'ai toujours le même ancrage de hanche. Euh, il faut avoir ce truc de je prends le temps de me placer, mais je dois aussi mettre de l'intention de vitesse. Et c'est les deux mis ensemble qui est compliqué à faire surtout. Et ça apporte des avantages comme des inconvénients. Par exemple, quand tu es un athlète, pour moi, qui est débutant, le slack agressif, faut pas le mettre en place, tu vois, parce que tu vas déjà avoir du mal à comprendre la protraction, la mise en tension de ton grand dorsal, le placement de ton bassin, parce que tu vas avoir tendance à placer ton bassin trop haut, trop bas, peut-être trop proche de ta barre. Tu vois, ces trois-là, s'ils ne sont pas standardisés, le slack agressif, il ne pourra jamais être bon. Tu vois, impossible. Surtout si en plus de ça, tu n'as pas les bonnes cues pour voir tes bras comme des ficelles, entre guillemets, si tu veux, tu vois, Ouais, c'est ça. en élastique. Donc, ça va vraiment dépendre de ton niveau de pratique et aussi de ta capacité à comprendre la mécanique du mouvement, tu vois. C'est pareil, si tu sais pas te hinge, enfin, si tu sais pas placer ton hinge sur ta position de départ et que tu viens chercher ta barre comme une spaghetti tout mou, bah, tu auras beau vouloir mettre un slack agressif, tu vas juste te faire tirer en avant, en fait, tu vois, et ça va complètement foirer toute ta position de base. Donc, c'est bien, mais pour un certain type d'athlète. Je pense qu'il faut trouver en fait le compromis de être souple et rigide dans son mouvement en fait. Ouais, ouais, exactement. C'est quelque chose, moi personnellement, j'ai vraiment mis du temps à le comprendre. J'ai toujours été bon en sumo, et ça vaut aussi pour le tradi, hein, mais j'ai toujours été bon dans ce mouvement-là, mais en fait, mon mouvement a tellement évolué. À l'époque, on va dire, je tirais sur la barre comme si j'étais voilà, un bâton rigide. Aujourd'hui, c'est limite, comment dire? Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on le cue de la même manière, mais moi, ce que je dis à mes athlètes, c'est accumule de la tension jusqu'à que la barre se lève toute seule et ensuite accompagne avec de la puissance pour faire le mouvement, en fait. Ouais. Mais comment dire, ta production de force doit être progressive. Si on doit trouver je sais pas, une analogie dans un autre sport pour montrer ça, moi, j'en ai fait une là sur la vidéo justement que j'ai faite. C'est j'ai mis un élastique et au bout, il y avait un Ouais, poids. c'était En très bien fait, celle si tu tires d'un coup sur l'élastique, le pot il va partir dans tous les sens. La production de force va être bonne qu'au départ du mouvement, mais après la trajectoire du poids, etc. Se pète la gueule parce que en fait il y a rien qui va. Alors que si tu laisses le temps de mettre l'élastique en tension jusqu'à qu'il soit rigide, du coup c'est la phase souple rigide. Si tu laisses le temps en fait, au bout d'un moment, progressivement ta production de force augmente parce que tu es stable, parce que du coup il n'y a pas de bras de levier ou je sais pas quoi. Enfin tous ces trucs-là, et enfin, augmentation du bras de levier. Et du coup, voilà, donc tout ça pour dire, essayer de conscientiser la Q comment dire, d'être patient comment dire, dans la recherche de décollage du deadlift, en comprenant que, ouais, c'est ça, la précipitation amène du coup, comment dire, un excès de puissance à un moment où on ne le cherche pas, justement. Ouais, Et tout à quand fait. tu dis, toi, que tu as un slack agressif, je comprends ce que tu veux dire dans l'agressivité que tu mets au démarrage. On va dire que tu es rapide, mais je Ouais. trouve pas que tu es si agressif que ça parce que tu prends le temps quand même de mettre de l'attention. Bah oui, mais ce que je veux dire par rapport à d'autres slacks, c'est-à-dire que moi j'ai des athlètes, je leur dis, bah en fait, tu hinges, tu te positionnes par rapport à ta barre de base, tu viens hinge, donc tu viens chercher ta barre, et en fait, tu replaces pas tes hanches, tu commences à tirer ta barre de manière progressive en mettant l'attention de vitesse. Parce qu'il y en a, ce qu'ils vont faire, c'est que
ils vont essayer de chercher la barre, essayer de secouer le machin, tu sais, comme si c'était des surexcités. Le parasitisme à son paroxysme. Ouais, Ouais. par excellence, tu vois. Et en fait, tout ça, ce genre de truc, pour moi, c'est de l'agressivité. Ce que je mets, moi, personnellement, dans la barre, tu vois, mais je le gère beaucoup mieux. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si tu vois trop comment je deadlift, mais moi, je mets un gros à-coup. C'est, Oui, tu oui. vois, Hamza Demir, comment il deadlift. Oui, je visionne le gros, c'est le gros slack. Ouais, Ouais. agressif à mort. C'est vraiment, bam, tu mets un à-coup. Mais l'à-coup, en fait, il me permet de mettre énormément ma barre en tension, de mettre toute ma chaîne postérieure en tension et de vraiment aussi mettre mon hook en tension. Parce que moi, si je mets mon hook en tension, comme Kengamu par exemple, qui le fait de manière hyper progressive, bah, j'arrive pas à savoir si mon hook il va tenir ou pas, tu vois. Genre, j'ai Ouais. l'impression que mon pouce il va lâcher. Euh, mais du coup, je mets un gros à-coup. Mais pour contrer le fait de ne pas me laisser partir en avant, bah, sur mon hinge, je vais être très précis et bah, je vais beaucoup bosser aussi la compréhension de euh, comment t'expliquer ça. Tu as la barre ici, par exemple, tu as tes épaules là, et c'est pas hop, tu vois, il y en a, ils vont avoir leurs bras comme ça, tu vois, un peu bigoudi, ils vont mettre un à-coup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai déjà mes bras tendus, et en fait, je fais juste ça. Tu sais, je tire vers le haut, et Alors, ensuite, pour je pour wedge. les autistes du powerlifting, on comprend ce qu'il veut dire, mais si on leur... La représentation est pas bien faite, c'est ça que tu es en train de me dire. c'est Non, mais faut... en gros, c'est vraiment ne pas genre, avoir les bras complètement détendus, tu vois, et avoir un truc où bah, t'es pas en tension de base quand tu viens chercher ta barre, tu vois. Il faut déjà avoir le hinge, le placement de ta ligne d'épaule de base, et ensuite savoir utiliser tes hanches pour produire de la force, comprendre comment tirer ta barre de base, parce que ça soit sur une barre calibrée ou pas, le slack agressif, bon, il sera un peu plus compliqué sur une barre qui va pas être calibrée parce qu'elle va beaucoup tordre, pardon. Et c'est important, tu vois, d'avoir ces trucs-là qui sont standardisés déjà de base pour ensuite avoir un stack agressif qui va être efficace et pas avoir de mouvements parasites auparavant, ne pas avoir de... quand tu sais, toi, je sais que tu n'aimes pas, par exemple, tes athlètes qui remontent les hanches et hop, qui repartent pour essayer de wedge, tu vois. Bah, ça, par exemple, le qui recule les tibias et qui les réavance pour wedge. ouais, pas plus les tibias, parce qu'il y en a qui placent leurs hanches sans forcément avancer les tibias, tu vois. Bah, Mais moi, je suis pas contre le fait de placer les hanches. Au contraire, tu vois, moi, je fais une big rétroversion du bassin pour me verticaliser sur mon sumo. Mais moi, je suis pas fan des, comment dire, des wedges aléatoires. Le fait de vraiment reculer les tibias puis les réavancer, ah tu sais, oui, ce qui n'est pas vraiment standard, en fait. Je suis ouais. pas fan de. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais ça pour moi, c'est pas. Pour moi, j'aime bien, justement, à l'inverse de toi, parce que ça va apprendre, tu vois, à justement placer tes hanches, et quand tes hanches elles vont se placer, tu vois, bah ton but il va se reverticaliser. C'est comme Et le du coup, pre-hinge. C'est comme le ouais, pre-hinge. Je pense c'est une manière éducative de faire comprendre la ouais, chose. Je le cloue comme ça, hein. Tu sais, j'ai des athlètes, ils commencent le tradi. Bah, justement, je leur dis recule les tibias, puis réavance-les. Enfin, voilà, mm. de la bonne des manières. Mais je pense qu'à un certain niveau, alors soit c'est vraiment ta technique que tu as construit comme ça, mais à un certain niveau, en fait, tu n'en as plus besoin de ce Mm. wedge un petit peu abusé, tu vois. Donc, éducativement, ok, mais je suis pas forcément fan. Sinon. Ok. Ouais, pour le print, je suis un peu ton raisonnement, mais moi je l'ai arrêté, tu vois, parce que bah. Je me rappelle des vidéos à l'époque, ouais, le pre-hinge. Bah en vrai, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, tu vois, à comprendre Oui, justement cette mécanique de hinge. ouais. Mais en fait, au fur et à mesure où tu avances, où j'avançais, je voyais que bah je sais pas, j'avais une petite douleur ou quoi, où je modifiais un peu ma technique, bah le pre-hinge, il allait me tirer sur les talons, ou justement il allait m'avancer sur le Bien pied sûr. sur la descente. Et du coup, ça t'apprend à reculer les fesses quand tu descends et du coup suivre ta trajectoire, tu vois, pendant ton squat. Mais d'un côté, bah, ça te déséquilibre sur le pied et du coup, tu n'as plus tes repères. Et c'est Bien sûr. un peu le même truc au deadlift, tu vois. C'est si tu hinges mal ou tu pars trop sur les talons, tu auras un buste qui va être trop vertical avec des hanches qui vont être trop basses. Ou à l'inverse, si tu as les hanches trop hautes, tu vas être trop sur l'avant du pied, tu vois. Donc, Après, au niveau du deadlift, en ce qui concerne le hinge et ses problèmes, moi je dirais que majoritairement les problèmes viennent de la flexion de genou que tu mets sur ton wedge. En fait, plus forcément tu mets de la flexion de genou, plus tes hanches vont être basses et plus potentiellement en fait elles peuvent être mal placées.
j'ai une vidéo qui va sortir sur ça, c'est typiquement le mec qui fait un tradi avec genre 5-6 cm d'écart entre lui et la barre. Il va faire une grosse flexion de genou, il va squatter son tradi, ses hanches vont remonter, puis il va décoller, tu vois. Typiquement ce qu'on ne veut pas. Donc moi, pour le wedge, pour moi, les problématiques viennent de là. Après, je vois ce que tu veux dire quand tu dis ouais, le poids trop sur les talons. Mais pour moi, c'est une résultante. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais après, pour résumer, pour moi, le slack agressif, c'est bien si tu sais gérer tous les paramètres qui sont autour. Mais si tu es un athlète débutant et que tu n'as pas la compréhension de ton hinge, de la protraction scapulaire, de l'engagement de ton grand dorsal, de l'ancrage de tes hanches, du degré de flexion que tu dois avoir quand tu vas placer tes hanches, tu vois, parce que moi je suis en rétroversion, c'est-à-dire que je place mes hanches hautes, mais j'ai le bassin qui va s'avancer, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un truc qui doit être compris et que si tu n'as pas ça, bah, en fait, tu auras beau avoir un slack agressif, si tous ces paramètres ne sont pas compris, il va être mauvais inévitablement. Donc, ça, pour moi, dans tous les cas, au niveau de l'apprentissage, je dis toujours à mes élèves, à mes athlètes, entre guillemets, tirer le slack de manière progressive. Ouais, et c'est comment dire, c'est une manière de le cue si vraiment la personne n'arrive pas à conscientiser la chose, c'est de lui imposer, même si je suis pas fan d'imposer une variation pour faire comprendre, mais bah, je sais que ton coach, il aime bien cette variation, c'est le 3CT tempo genou, ouais. Ouais. Et cette variation, justement, elle t'oblige en fait à être patient au décollage, mais si elle est bien réalisée, si le gars a compris en fait que pendant le 3CT, en fait, le 3CT commence à partir du moment où tu mets de la tension dans ton corps. Pour moi, le 3CT, il commence à partir de ce moment-là. Et non pas quand la barre décolle jusqu'au genou, tu vois. Parce que, mais du coup, ça, c'est une manière de comprendre la chose. Donc, si vous n'êtes pas coaché ou si vous avez un coach et vous voulez lui en parler, pour essayer cette variation, ça peut peut-être vous faire prendre conscience des choses, genre sur un bloc, la tester, quoi. Bah pour moi, c'est l'une des meilleures, hein. Tous ceux qui, par exemple, ont du mal avec le positionnement de bassin, justement, capter le degré de flexion lombaire que tu devrais avoir, justement, pour avoir un deadlift qui va être efficace, et surtout capter ta hauteur de hanche correcte, c'est l'une des variations que je programme le plus aussi avec le 3CT pause. 3CT pause, ah, carrément. Ouais. T'as un Ouais. enfoiré, Alors, toi. le 3CT pause, je le programme de manière un peu plus différente, donc pour différents cas. Mais c'est les deux que je programme avec le Ouais. half deadlift pour vraiment savoir quelle hauteur de hanche tu dois avoir et surtout comprendre comment ton corps y réagit face à ta mise en tension de manière globale. Ouais. Mais après, pour conclure ce sujet, faut pas aussi oublier que quand vous êtes débutant, en fait, vous avez tendance, comment dire, à avoir une proprioception de votre corps, surtout si vous n'avez pas un grand bagage sportif, qui est un peu, voilà, je sais pas si c'est le bon terme, mais biaisé. Enfin, en tout cas, votre ressenti va être un peu biaisé, ouais. C'est mauvaise. Mauvaise. Et en fait, c'est pas parce que votre feeling est mauvais. Donc là, typiquement, j'ai un athlète où je suis en train de lui faire comprendre ça, parce qu'il est beaucoup trop agressif dans son décollage. Je lui dis, bah, écoute, sur des charges légères, ça monte, mais quand on va arriver sur des charges lourdes, ça va être un désastre. Tu vas monter jusqu'au genou et tu vas être porté vers l'avant. Bref. Et en fait, lui, il me dit, mais j'essaye, mais c'est catastrophique, mon dos s'enroule un petit peu, etc. Et je lui dis, mais justement, en fait, te base pas sur ton ressenti maintenant, mais travaille cette technique, conscientise encore plus la chose, et en fait, justement, ça va devenir naturel et ça va être compris au bout d'un moment. En fait, les gens s'attendent vraiment à faire un changement technique et d'avoir le résultat instantanément. Alors, par moment, ça marche. Genre, typiquement, je sais pas, ton athlète qui bench et qui écrase ses fesses sur le banc, tu lui dis de faire en sorte de l'éviter un petit peu plus sur le banc, il va dire oh, je sens mieux mes jambes. Ça, c'est typiquement un changement technique qui se met rapidement en place et qui fonctionne bien. Mais là, par exemple, pour le deadlift, je sais que c'est contre-intuitif au départ d'être lent, d'être un peu plus mou. Enfin, c'est contre-intuitif. Mais en fait, quand vous avez compris la méta et quand vous arrivez vraiment à faire à mettre tout ensemble, la puissance avec au bon moment, la patience au bon moment, etc. C'est là où ça fonctionne. Donc encore une fois, n'hésitez pas sur vos montées de gamme ou sur vos jours secondaires, là où vous n'avez pas entre guillemets peur de vous chier, tentez des choses comme ça sur ces séries-là pour vraiment en mode faire des choses différentes de d'habitude et laissez-vous aussi le temps. Enfin, vraiment, c'est une question de temps pour comprendre les choses. Il y en a, ils comprennent au bout de 2 semaines, bah, d'autres au bout d'1 an, tu vois.
Vous avez les clés en tout cas pour avoir un démarrage de deadlift. Et franchement, pour moi, c'est c'est un des meilleurs conseils que je peux donner au deadlift. C'est ça, c'est le démarrage. Le démarrage, c'est ce qui va faire l'entièreté de votre mouvement en fait. Et le démarrage, encore une fois, c'est pas quand la barre décolle. Le démarrage, je dirais même, le démarrage, c'est quand vous allez vers votre barre en Oui, marchant. j'allais dire. Ouais, j'allais dire. C'est ça, genre vraiment le setup de A à Z en fait c'est le plus important et quand la barre commence à monter, en fait c'est là le moment le plus facile parce que théoriquement si elle monte bien, vous avez juste à pousser quoi et à tirer. Mm. Donc voilà pour ce sujet. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, pour moi, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire au niveau de ça. Donc, si tu veux bifurquer sur un autre sujet à toi, let's go. Eh ben écoute, là on va parler un peu plus coaching. Au niveau de, comment dire, comment pour toi, qu'est-ce qu'un bon retour technique? Je me suis un peu perdu dans la question. Qu'est-ce qu'un bon retour technique C'est une bonne en, question. en te basant un petit peu sur toi, ton vécu avec les athlètes, ta façon, déjà présente un peu ta façon de fonctionner quand tu fais les retours, et ensuite, voilà, développe un petit peu sur le sujet. Alors, un bon retour pour moi, ça va être déjà les vidéos qui vont être correctement filmées. Parce que si tu as une vidéo, la moitié elle est coupée et que tu vois rien, ou que le mec, par exemple, sur son squat, il te filme de derrière, bah, tu vas pas voir grand-chose, tu vois. Donc, une POV qui est bonne. Euh, Ensuite, une explication du ressenti sur la série envoyée. Amen. Parce que si tu m'envoies ton squat, tu me mets RP, ouais, je sais pas, je vois ça des fois dans mes retours. J'ai des athlètes qui m'envoient leur squat, ils me disent 125 x 3, je sais pas, RPE 8. Je vois, ils grainent le truc, tu vois. Je dis, t'es sûr que t'es RPE 8? Il me dit, ah ouais, non, je sais pas, je suis RPE 10, mais je sais pas, j'ai mis RPE 8 parce que c'était la série programmée RPE 8. Je dis, oui, mais moi, ça me donne pas d'indication sur ce que tu as ressenti, tu vois. Donc, déjà le top 7 avec une POV qui est bonne, avec le ressenti sur le top 7, comment tu t'es senti, parce que moi je peux voir que techniquement et mécaniquement c'est correct, mais peut-être que toi dans ton ressenti ça va être la zizanie, tu vois, tu vas dire putain je suis parti sur l'avant, mon pied il a bougé, je sais pas, j'avais des mouvements de tête qui étaient pourris, je me sentais pas bien, tu vois, ça c'est des choses qui sont importantes aussi à savoir en tant que coach, parce qu'il y a ce qu'on voit et le ressenti qui est donné par l'athlète. Je demande aussi le premier et le deuxième back-off. Et généralement, quand je fais des load drops, sauf cas extrême, je les demande pas parce que voilà, les load drops, c'est des charges qui sont légères et bah, Bah, en termes de technique, c'est juste de l'accumulation de volume, donc ouais, en voilà, ce moment, c'est on s'en ça. fout un peu. Exactement. Et c'est pour ça que des fois, bon, je ne la regarde pas simplement. Tu vois, quand j'ai les 4 load drops, je suis en mode, bah, je passe plus de temps à analyser toute la vidéo du top 7, du premier back-off et du deuxième back-off pour être vraiment avoir un truc quali et donner tout ce qui va et tout ce qui va pas, parce que moi je fais les deux, euh, que bah, passer du temps sur les load drops. Et donc je demande ça, des ressentis, et en plus de ça, un ressenti global sur la séance. Et pour Ok. moi, ça c'est tout ce qui Et, fait et sur un ton bon retour. template, t'as un retour aussi, je sais pas, une case feedback ou un truc comme ça où tu peux voir directement le ressenti sur la semaine. Non, pas réellement. Non, moi j'ai une Non. case remarque pour voir si voilà, il a quelque chose à dire de manière Mais spécifique sur. généralement, ils remplissent pas Ouais, voilà. vraiment. Ouais. Bah, en fait, du moment qu'il le donne en retour, Ouais. et moi je le note, tu vois, à côté, de manière générale sur la semaine, j'ai des notes sur tous mes athlètes et je note comment il s'est ressenti Ouais. par rapport au proc quand je l'ai fait en fin de bloc. Ça marche. Ok, ok. Bah écoute, moi j'aimerais qu'on développe un petit peu sur le fait d'expliquer au coach sa séance, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, en fait, faut qu'on remette dans le contexte. Quand on est coach, quand on a un athlète qui débute le power ou alors c'est un début de suivi, on va avoir énormément de choses à lui dire, généralement en fait sur sa technique. Donc, il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire. Voilà, un vrai premier contact en fait avec l'athlète pour aussi créer un lien et comprendre un peu comment il fonctionne, etc. Et en fait, plus ça va aller, théoriquement, si tu fais du bon boulot, moins tu auras de choses à dire. Et en fait, à la fin, en fait, on se retrouve avec des, comme tu dis, 3x3, enfin même pas, mais genre 3x3 à 150, arrobas 6, tu vois. Et genre, bah ok, il a fait sa série, c'est cool, techniquement, j'ai pas grand-chose à dire. Mais toi, qu'est-ce que tu as à dire de ta séance, en fait? Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Genre, typiquement, en fait, le retour technique, c'est ce que vous payez quand vous prenez un coach. Pour moi, c'est ce que vous Oui. payez parce que déjà, on va dire, c'est le plus gros investissement de temps du côté du coach, mais c'est aussi ce qui va vous faire réellement progresser parce que, encore une fois, une prog, c'est une prog, quoi.
La prog, on va l'individualiser en fonction de quoi? En fonction de vos retours. Quoi de mieux d'avoir. Enfin, imaginons, tu as la pire technique de France, mais tu as la meilleure prog du monde. Bah, pareil, ça marchera pas. Donc, Ouais, ça n'a pas évolué. rentabiliser vos retours en expliquant, mais même parlez-nous de la pluie et du beau temps s'il faut parler de la pluie et du beau temps, dans la limite du raisonnable, parce que bah, quand même, voilà, avoir un temps égal, non, parce qu'il y en a, je passe 30 minutes sur leur retour, tu vois, genre je suis là, oui, il m'en reste 40 derrière. Mais Non, mais il y a un truc que j'aimerais rajouter, je profite du petit temps mort, c'est aussi savoir donner le positif de ta séance. Moi, il y a des athlètes comme ça où ils voient que le négatif. On est sur un bloc de, euh, je vais dire construction, même si j'aime pas trop le mot, tu vois, mais ouais, sur un bloc de, on bosse d'autres aspects que la charge absolue, tu vois. Et il va me dire, putain, les charges bougent pas, machin. Je dis, ouais, mais semaine 1, tu fais un posé en 3 CT avec une depth complètement limite. Semaine 3, tu me fais la même charge avec une depth qui est plus que ce qui est demandé. La progression, elle est énorme, mais ça reste un point ouais. positif, tu vois. Donc Et qu'on rappelle, Louis, en fait, il prog énormément en RPE ouais, sans charge. Tu mets pas de euh, charge imposée par moment ou des fourchettes, t'en mets pas? ça, j'en mets de plus en plus à mes athlètes parce qu'ils m'en demandent. Et du Ouais, coup, ok. les fourchettes de charge, pardon, je les mets en fonction des charges qui ont été la semaine passée. Donc, je mets une fourchette, par exemple, en squat, d'une différence de 20 à 15 kilos, tu vois, selon vraiment la forme du jour. Donc, une fourchette Ok. haute, une fourchette basse. Mais en fait, moi, j'ai du mal à programmer en pourcentage. On en parlera peut-être pas après pourquoi, Oui, oui. mais ouais, je programme qu'en RP. Ok, ça marche. Je sais plus pourquoi je t'ai posé cette question, mais c'était pour faire lien avec ce que tu disais. Parce qu'il y en a qui, tu sais, je parlais du fait que semaine Ouais, 1 tu voilà. commences Ok. avec un squat machin. Ouais. Donc, ça va être la différence avec Louis. Moi, je vais être, comment dire, pourcentage RPE cap. Donc, ça va être un peu différent. Il va y avoir aussi beaucoup de charges fixes, donc charges imposées. Et il y a cet aspect de semaine 1, bloc d'intro ou bloc de construction, comme tu dis. Semaine 1, bah, on va être sur vraiment du submax, mais vraiment voilà, des charges très, très, très simples. Et en fait, il va y avoir cette frustration parce que l'athlète ne demande pas au coach, en fait, pourquoi. Demander pourquoi et essayer de comprendre un petit peu l'aspect de vraiment débuter bas pour terminer haut, en fait. Ça sert à rien de vouloir toujours commencer son bloc plus haut que le dernier, parce qu'en fait, votre capacité là, de récupération, en fait, elle évolue pas tant que ça. Même si votre capacité de travail évolue, en fait, vous allez être meilleur au niveau du E1RM, mais votre organisme, en fait, n'évolue pas à la même vitesse. Mm. Donc, si on vous fait toujours débuter plus haut, au bout d'un moment, c'est le crash et c'est la tête qui veut faire une trêve power building. Je dis ça parce que j'en ai eu pas mal après les France, tu Ouais, vois, ouais. genre gros Mm. picking et qui était cuit, tu vois, ce qui est logique. Ouais. Euh, alors que franchement, vous allez voir avec l'expérience, mais apprenez à kiffer ces semaines d'intro où c'est super simple et genre où vous pouvez aussi vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie plutôt que vous concentrer Ah à oui, récupérer de ouais. votre SBD RPE9. Enfin, Ouais, exactement. franchement, il y a des trucs cool à faire et je le disais dans le dernier podcast avec Nathan, mettez de l'intention et challengez-vous autrement que par la charge Oui. lors de ces semaines-là. Mettez de la vitesse, travaillez votre technique, butez-vous sur vos assists RPE10 si vous en avez. Enfin, Louis, je sais pas si tu prends un peu des assists, mais en tout cas, moi, de mon côté, ouais, Louis, faut dire qui est ton coach. Non, en vrai, pour moi, foncièrement, j'en ai pas besoin. Oui, J'estime ouais. ne pas avoir besoin, c'est-à-dire que j'ai 3 exos de renfo dans ma semaine, tu vois, sur 3 5 exos, semaines. c'est pas mal en vrai. Moi, Bah, sur je suis pas semaine, fan d'en mettre 40 000 non plus. bah, moi, j'ai des athlètes, gros, ils me demandent, les athlètes, ils ont 3 exos d'assistance par séance, tu vois. Et du coup, tu es obligé de moduler le volume avec le comp ou le reste. Mais euh, à un certain niveau, le renfort est important, mais moins important qu'au début parce que tu as déjà une base musculaire qui va te permettre d'être solide. D'être solide Après c'est plus pour le côté adhérence en vrai, le renfo. Ouais, moi, franchement, ça me casse les couilles. Pardon Ah, du ça te mot, fait mais chier, ça te fait chier d'en faire, hein? ça me fait chier à la mort, hein. Moi, tu mets du rowing ou quoi, Ouais, mais après, tu mets le pire truc, mais par exemple, un 6 leg press RPE10 où tu peux Ah ouais, ça bien me fait chercher. liège de ouf. Ça Ah, me moi, fait liège de j'adore, ouf. moi. Ouais, moi, j'adore de fou. Après, voilà, ça dépend des profils. Moi, je sais que j'ai des athlètes qui m'en demandent beaucoup. Je leur dis, par exemple, j'ai des athlètes, je leur ai déjà fait une prog sur 5 séances où ils avaient qu'une séance body. Mais c'est important d'avoir l'adhérence et de progresser. Mais je leur dis, bah, peut-être que cette séance, elle va vous faire adhérer à votre programmation, mais vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous servira pas à grand-chose. Parce que, Ouais, mais on peut dire l'inverse. Regarde, je vais te donner un exemple. J'ai un athlète,
il avait la prog optimisée, le 4 fois bench, 2-3 fois squat, enfin bref, la prog optimisée. Après les France, il a eu un gros crash au niveau de la motive, mais je pense au niveau du nerveux, ça va de soi. Et du coup, il m'a dit, est-ce que Max, on peut faire voilà, un programme avec plus de renfort, un peu plus power building, baisser la fréquence, etc. Et du coup, il m'explique qu'en gros, il se fait souvent chier à l'entraînement, que c'est redondant, etc. Enfin, le power, quoi. Et du coup, je dis, bah ok, mais tu sais qu'il y a de grandes chances que du coup, le manque de spécifique dans ton entraînement te fasse arriver sur un plateau, voire régression. Mais il y a aussi une chance que le fait que tu adhères vraiment à ta programmation et que tu mettes de l'intention réellement dans ta séance parce que le taf que tu fais, tu veux le faire et tu veux bien le faire parce que tu n'en as pas beaucoup. Typiquement, il faut mieux plus s'investir sur 2 benches que 4. Mal fait, on va dire. Fais tes 2 benches à la perfection plutôt que 4 dégueulasses. Et je pense que tu auras plus de résultats. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Chaque séance, il s'investissait sur son mouvement parce que du coup, je lui ai mis 2 benches, un inter et un squat, genre power building, tu vois, avec des assists. Et du coup, il s'est investi et il m'a explosé ses paires avec une prog qui est sur le papier et beaucoup moins, comment dire, optimisé pour performer. Pour autant, bah, le mec, il s'est investi, il a mis de l'intention dans chacune de ses séances et il a progressé. Bien Donc, je vois ce que tu veux dire sur le. Mais du coup, on s'éparpille de fou parce que de base, on parlait des retours. Donc, on a fait la petite. Comment dire, le petit paragraphe, on va dire, sur le fait de vraiment développer sa séance plutôt que nous envoyer une vidéo et une série. Ce qui nous intéresse parce qu'on n'a pas les procs tout le temps sous les yeux. Moi, quand je fais mes retours, j'aime bien les faire voilà, avec le portable et voilà. Et c'est bien d'avoir un contexte, mais c'est aussi mieux d'avoir un contexte en mode est-ce que j'ai kiffé ma séance, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, et savoir aussi le formuler. Ça, c'est un travail que je fais avec mes athlètes. C'est j'ai pas aimé ton retour là, que du pessimisme, reformule-le-moi, tu vois. Et à la séance d'après, ils me réécrivent, si ça s'est mal passé, ils me réécrivent, mais de la meilleure des manières, tu vois, en trouvant le positif aussi. Je trouve, en tant que coach, tu as grave un travail aussi d'éducateur au niveau du mindset avec certains de tes athlètes. Genre, tu dois pas faire, tu sais, qu'on appelle ça, le préparateur mental, parce qu'en soi, vas-y, on n'a pas les diplômes, et puis je pense que c'est beaucoup plus large que la narration interne. Mais c'est bien aussi d'être éducateur sportif, mais ouais, de vraiment apporter cet aspect un peu. Vas-y, arrête de faire des choses de penser comme ça, et tu sais, mettre des petits claques derrière la tête éducatif. Bah, en fait, c'est ça. C'est aussi, tu vois, avoir un rôle de. Tu sais les réconforter quand vraiment. Enfin, les rassurer, entre guillemets, quand dans leur tête, tout va mal. Ils ont raté ci, ils ont raté ça. Alors que tu regardes le bloc pardon, du dessus, tu vois qu'en fait, le bloc, foncièrement, il est bon, tu vois. Il y a de la progression, alors peut-être pas forcément sur les charges en elles-mêmes, mais il y a de la progression sur la technique, sur les standards, sur la narration interne, sur le discours positif, etc. Et tu te retrouves avec toutes les semaines, au moins une fois par semaine, avec un retour qui est négatif, il a envie de tout jeter à la poubelle parce qu'il n'a pas progressé. Non, c'est faut garder à l'esprit qu'on progresse autrement et que aussi le coach, il a un rôle de je rassure en disant que, parce que toi, tu as ta vision externe, hein. Tu lui dis, bah regarde, ce bloc-ci, on a réussi à faire ça, 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 ça. Foncièrement, c'est bien. C'est pas parce que les charges ont pas, on n'a pas pris PR plus 10 sur tous les mouvements que le bloc est pourri. Non, ça veut pas dire ça. Alors qu'il y a d'autres moments où c'est aussi important de mettre un petit fouet, tu vois. C'est arrête de te lamenter, cuine moins et vas-y. Bon, je le dis pas comme ça, évidemment, mais c'est un peu la ligne directrice qu'il y a certains, j'essaie de donner. C'est OK, on pose le cerveau, on chouine moins, on descend, on remonte sur le squat, on tire sur le dead, on se pose pas de questions, tu vois. Et c'est important aussi d'avoir ce rôle-là de je réconforte, mais je mets un petit coup de boost aussi. Si des fois, il faut savoir être ferme ou quoi. Toujours dans le respect. Hein. Attention, jamais dans la méchanceté ou quoi. Ça, c'est hyper important. Toujours rester dans son rôle de coach. Hein. Mais des fois, être un petit peu plus ferme avec les athlètes, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut. Après, il faut encore cerner l'athlète. Tu vois, s'il a un profil psychologique qui réagit beaucoup au coup d'éclair, je trouve pas le mot, tu sais. Merde. Tu sais, genre, t'as un truc, ok, t'as un coup et tu réagis, tu dis putain, faut que je me remotive, tu vois. Un coup de fouet. Oui, bah ouais, un coup de fouet, ouais. T'as des athlètes qui sont comme ça et t'en as d'autres, tu vas laisser couler un peu, ils vont se sentir un peu plus comme une merde, tu vois. Donc il faut faire attention à bien cerner le truc de
il faut les réconforter quand il faut, mais il faut aussi savoir trouver les mots qui sont bons pour leur permettre de relativiser sur les choses qui ne sont pas nécessairement graves, tu vois. Ouais, mais ça, Voilà. c'est en vrai, ça c'est super compliqué. Personnellement, bah, j'ai eu de la chance de travailler avec vraiment plein de profils différents. Et il y a certains profils, en fait, tellement durs à gérer. Ouais, Ouais, moi, j'en pense à ouais, deux dans ma tête, un truc comme ça. Depuis que j'ai commencé à coacher, c'est vraiment cet aspect en mode t'as tout essayé, il n'y a rien qui marche. Et en fait, la seule chose qui pourrait marcher, c'est genre vraiment un suivi médical, tu vois, où ouais, la personne, par un bon psychologue ou je ne sais quoi, mais en fait, c'est sur le retour technique, partez du principe que nous, en tant que coach, si on veut bien faire notre métier, en tout cas, on va essayer de vous dire ce qui qui va pas. fonctionne, enfin, dire des choses qui fonctionneront sur vous. Donc, si on vous engueule, avec le respect, bien évidemment, c'est pour votre bien et parce qu'on Ouais. pense que c'est nécessaire à votre progression. Si justement on a un discours amélioratif où vraiment on vous met en avant, on vous encourage, etc., c'est parce que c'est aussi une des manières, selon nous, encore une fois, on reste humain, on peut se tromper, mais qui fonctionnera sur vous. Mais voilà, il y a certaines personnes, et si vous vous sentez visé peut-être en regardant le podcast, où vous vous sentez toujours perdu dans le discours de votre coach, ou même, en fait, il n'y a rien qui peut vous réconforter par rapport à votre pratique, bah, il s'agirait peut-être de changer de sport, en fait. Et c'est là où moi je voulais en venir à un sujet. On part en couille dans ce podcast, mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, le power, c'est un sport qui est super jeune et on en est aussi tous les deux des produits. On va pas faire les anciens, ça fait pas 8 ans qu'on est là. On est Non. aussi de jeunes athlètes dans ce milieu. Sauf qu'il y a vraiment une génération qui, je pense, c'est un peu la génération issue de la musculation ou pas. C'est la génération, on va faire un sport individuel en salle de sport, quoi, qui se met au power. Et en fait, les gens ont du mal à accepter que le power, c'est un sport très chiant. C'est un sport où tu fais tout le temps la même chose. C'est un sport où les blocs se répètent si les blocs fonctionnent. C'est un sport où, en fait, le seul plaisir que tu peux avoir, c'est d'avoir fait la séance que tu voulais faire, d'avoir passé la séance avec les gens que tu voulais voir et la charge qui augmente. C'était Mm. trois facteurs de plaisir, on va dire. Et peut-être le physique aussi, même si bon, on ne fait pas ce sport pour avoir un physique, sinon on ferait de la muscu. Ouais. Mais c'est ces quatre facteurs. En fait, partie du principe que votre corps ne peut pas toujours être à 100%, que vos relations ne peuvent pas toujours être à 100%. Et en fait, si on enlève du coup la réussite à l'entraînement, ça se passe un petit peu plus mal. Les relations à la salle, ça se passe un petit peu plus mal. Le RM qui descend, ça se passe un petit peu plus mal. Le physique qui se dégrade un petit peu parce qu'en ce moment, vous êtes stressé, vous mangez plus. En fait, si d'un coup, on vous enlève tous vos facteurs de plaisir qui vous font en fait pratiquer ce sport, mais en fait vous vous rendez compte, enfin c'est pas vous vous rendez compte, si vous vous persuadez que vous êtes nul, que vous réussirez jamais dans ce sport, que vous détestez ce sport, etc., etc. Et en fait, dans ces moments-là, au lieu de vous dire ouais je vais arrêter le power, je vais faire du power building, ou alors juste j'arrête le power, je me mets à la danse, bah vous comprenez que votre corps ne peut pas toujours être à 100% et que c'est dans ces moments-là où on exprime à son coach tous ces petits problèmes, même si Mm. le coach, si vous régressez, le coach va le voir, hein. Et c'est là où, en fait, ensemble, du coup, durant le récap, ou même, moi, je fais des appels, dès que ça va pas, ils peuvent m'appeler, il y a un système. C'est là où vous nous l'exprimez et nous, notre travail, avec nos armes, bien évidemment, c'est de vous comment dire, ouais, de vous recréer une dynamique positive dans votre entraînement en vous challengeant autrement, peut-être en faisant des choses moins optimisées. Et typiquement, le mec dont je parlais tout à l'heure, bah, en baissant sa fréquence, en augmentant son hypertrophie. Et ça, en fait, on peut pas le savoir. On peut pas savoir que vous êtes en burn-out. Il y en a, vous abusez un petit peu honnêtement. Alors, je pense que c'est pas parce que vous loupez la 2 séances que vous êtes en burn-out, mais il y en a vraiment, c'est le cas. Et ben, on peut pas le savoir si vous ne l'exprimez pas. À part si on est on est très persuadé. Bref, on cerne très facilement les gens, mais encore une fois, cerner sur un retour WhatsApp, c'est compliqué. Mm. Mm. Donc voilà, pour toutes ces personnes-là aussi qui se sentent mal dans leur entraînement, parlez-en nous parce qu'on n'est pas censé être mal dans la pratique de notre passion, même si je sais que c'est pas la passion de tout le monde. C'est aussi un test pour certains, comme on l'a dit. Ouais. Mais voilà, mais garde en tête que le powerlifting, c'est un sport qui peut être très chiant parce que c'est tout le temps la même chose et que dire de plus? Ouais, et que voilà, c'est bien aussi de savoir reconnaître qu'on n'est pas fait pour ce sport aussi. Ouais. Mais c'est surtout aussi que c'est pas parce que ça va pas pendant une période ou que tu vas stagner pendant une période que justement tu vas pas pouvoir Mm. reprogresser après, tu vois. Je prends mon exemple, Ouais. j'ai stagné au squat pendant 6 mois. Oh, tu m'as pas battu, moi j'ai stagné pendant 1 an, mon pote. Ouais, mais moi j'étais pas pris par les blessures et tout, tu vois.
quoi, Mais toi, pas t'as eu moi. des Moi, t'as eu c'est des juste que blessures. au début quand j'ai commencé le power, j'étais juste nul en fait. J'étais Ouais, moi, nul. je suis gaze au squat et je pense que par rapport à mon soulevé de terre, je serai toujours gaze au squat, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas progresser. Il faut juste en fait être patient. Parce que plus tu vas avancer, plus les moments où ça va être difficile, ça va toujours servir d'apprentissage. Les moments où tu vas te faire mal, ça va être de l'apprentissage parce que tu vas apprendre à gérer tes douleurs, à gérer ta charge d'entraînement, à reconnaître est-ce que c'est réellement une douleur ou si c'est un petit truc de ah putain j'ai un peu mal et t'extrapoles le truc et qu'au Hmm. final ça se transforme en vraie douleur ou si c'est une vraie douleur d'inflammation ou de trop d'entraînement, tu vois. Il faut savoir reconnaître ça et en plus de ça, il faut être patient. Tout ça, c'est un apprentissage. Comme faire des grosses barres RP10 que tu vas réussir, c'est un apprentissage. Comme en parler des choses qui ne vont pas à ton coach, c'est un apprentissage. Tout ce qui va se passer dans ta pratique, ça va être quelque chose qu'il faut prendre et qu'il faut engranger. Tu vois, Ouais. moi, je me suis fait mal là il y a une semaine. J'ai eu la même douleur que après ma qualification aux France. J'avais une douleur pendant 2 mois. Elle m'a suivi. Je pouvais pas taire plus de Hmm. 180, tu vois, impossible parce que j'avais des tétanies au dos. Boum, je fais mon SBDR PE10 en étant parti en déplacement à Nîmes. Il faisait 35 degrés. J'avais fait Il a 6. chargé 300. Non, non, pas à ce moment-là. J'avais eu 7 heures de route avant, 6 heures de coaching avant. Donc, tout ça, voilà. J'ai eu la même douleur. Qu'est-ce qui s'est passé? La douleur, au lieu de durer 2 mois, elle a duré une semaine parce que je l'ai connue. J'ai su mettre l'ego de côté et je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je dis putain, j'ai mal, fiché, ça va me durer encore 2 mois. Non, c'est prenez tout ce qui vous arrive comme un apprentissage et quand ça vous réarrive, mettez en place ce que vous n'avez pas pu mettre auparavant. Et Ouais, c'est simplement, ça. en fait, prendre de l'expérience. Moi, j'ai reprogressé au squat alors que ça faisait 6 mois, j'avais bloqué à 200. On a tout essayé au niveau de la prog. Et qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé ma position de bus, j'ai changé ma position de regard. J'ai accessoirement enlevé le pringe, mais ça, c'était pas fait exprès parce que je me suis fait une entorse, du coup, j'ai dû l'enlever. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un x2 avec 10 kilos de plus que ce que j'ai jamais mis sur mon dos, tu vois. Hmm. Bon, accessoirement, j'ai appris à cut le cerveau aussi, c'est plus descendre, remonter et pas penser à ce qui peut se passer après. Hmm. Mais tout ça, en fait, c'est des apprentissages qui vont faire que la stagnation, le plateau que vous allez rencontrer n'est pas établi. C'est pas parce que vous allez stagner pendant 5-6 mois sur un mouvement que pendant un mois, vous ne pourrez pas prendre 10 kilos de plus sur votre squat. Il faut juste engranger de l'expérience, savoir ne pas refaire tout le temps les mêmes erreurs, parce que c'est important, et apprendre des erreurs que vous faites au niveau de la programmation, au niveau de, de, de votre technique, et avancer, avancer, ne pas s'apitoyer sur ton sort, apprendre à dégager le positif des séances mauvaises, parce que les séances mauvaises, elles sont importantes dans le sens où tu dis, j'ai fait une séance de merde, pourquoi? Pourquoi t'as fait une séance de merde? Parce que j'ai mangé une pizza hier soir, je l'ai mal digéré, je me suis endormi à 3 heures, j'arrive, je suis fatigué, j'ai mal au crâne, tout ressent lourd, je n'ai pas pris de caféine. Voilà, ça peut être ta faute, comme ça peut être la faute de Hmm. facteurs externes, mais il faut savoir, tu vois, jauger le truc. Donc, Après, faut aussi que nous, tu vois, genre, on se mette à la place des athlètes. Enfin, des athlètes. Il y en a, c'est des athlètes pour le coup, et il y en a d'autres, ça va être des pratiquants, j'ai envie de dire. bien Et sûr, c'est là où, en fait, la différence va se faire, c'est que l'athlète va optimiser son sommeil, va optimiser sa bouffe, va optimiser son mindset. Enfin bref, il va mettre toutes les chances de son côté, mm, tandis que le pratiquant, le jeune pratiquant qui commence la force depuis 3 mois parce qu'il a vu une vidéo sur Internet, ça va pas du tout être pareil. En fait, ouais, son taux d'implication ne va jamais être, alors rarement être plutôt, en adéquation avec avec ses objectifs. En fait, typiquement, moi je reçois le questionnaire de coaching, Minima France. Ensuite, quand je regarde déjà le niveau du mec, l'expérience du mec et son train de vie, mais je lui dis, mais alors moi, je peux essayer de faire en sorte de t'amener à avoir les minima France, mais est-ce que toi, tu es prêt de ton voilà, côté à te comporter comme un athlète? Parce que pour aller aux France, maintenant, il faut être un athlète. C'est plus comme avant où ouais, tu avais des minima basiques et tu allais aux France. Non, aujourd'hui, il faut être un athlète. Et c'est là où, en fait, on perd beaucoup comment dire, de pratiquants de force, c'est que les gens se rendent compte que ce sport, c'est un sport où tu ne peux pas avoir les perfs de celui que tu vois à la télé, enfin, sur YouTube.
Tu ne peux pas. Et c'est aussi ça qu'il faut vous remettre en tête, les gars. Si vous progressez H24, que vous prenez plus 10 kilos sur votre squat à chaque bloc, bah en fait, tout le monde sera champion du monde. Parce que, Ouais. genre, 10 kilos sur, voilà, sur ton squat à chaque bloc, sur 2 ans, bah, je te laisse faire le calcul, quoi. Je te laisse faire le Après, calcul, t'es pratiquement à 250, quoi. Enfin, ouais. et Après, en je fait, rebondis. ouais, pardon. Vas-y, finis, pardon, excuse-moi. J'allais dire, et c'est le cas pour tout le monde. Louis et moi, ça fait pas 6 mois qu'on fait de la force. Pourtant, on arrive quand même à reprogresser sur certains blocs d'une façon vraiment. Moi, je sais que j'ai été bloqué, bah, pareil au squat très très longtemps. J'ai progressé d'un coup, puis j'ai restagné, voire régressé pour des raisons là de personnelles et l'entraînement. Et ensuite, j'ai reprogressé de malade. Et là, par exemple, sur mon dernier macro cycle, j'ai pris genre plus 30 sur mon total, un truc comme ça. Enfin, Mm. alors que ça fait pas 6 mois qu'on pratique. Pareil. Donc, n'attendez pas, enfin, comment dire, c'est pas parce que vous régressez ou régresser, c'est un problème pour moi. Mais c'est pas parce que vous stagnez un petit peu, enfin, régresser drastiquement, tu vois. Genre, si tu perds, Oui, tu es forcément moins bon d'un bloc à l'autre parce que les objectifs sont pas le même, le momentum n'est pas le même. oui. Mais si, comment dire, si vous stagnez alors que ça fait 4 mois que vous faites de la force, ça peut être logique. C'est pas parce que vous êtes débutant que vous allez progresser de fou. Mm. Non, ça peut être logique parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Genre, la force, c'est pas uniquement faire la prog et attendre du résultat. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Vous voulez des perfs d'athlètes, comportez-vous comme des athlètes. C'est dur Mm. un peu à dire et c'est pas, comment dire, je jette la pierre sur personne, je sais que mes athlètes, ils écoutent et tout. Moi, les gars, je vous considère comme des athlètes parce que vous avez, comment dire, vous avez pris un coach. À partir de ce moment-là, Oui, moi, je vous considère comme des, ouais. enfin, je vous considère comme des athlètes. Vous avez fait la plus grosse étape. C'est de vraiment, en mode, bah, j'investis de mon argent, alors que j'en ai peut-être pas beaucoup, pour être meilleur. Pour moi, ça, c'est une mentalité d'athlète. Mm. Par contre, euh, laissez-vous le temps aussi de voir si vous avez bah, du coup les capacités pour être athlète, le mindset pour être athlète et l'envie d'être un athlète, tout simplement. Et si un jour bah, vous vous rendez compte que c'est pas le cas et que en fait vous pratiquez la force uniquement dans cet aspect-là de devenir un athlète, mais que vous vous rendez compte que vous pouvez pas en fait, bah ok, je peux comprendre que ça soit pas fait pour vous. Maintenant, on peut très bien pratiquer comme un pratiquant peut faire de la muscu et pourtant il veut pas faire Mister Olympia ou il veut pas faire du bodybuilding. Juste, bah, il pratique un sport qui est le même, sauf que bah, les enjeux sont pas les mêmes. Bah, Mm. faites de la force, suivez votre prog, investissez-vous comment dire, à la hauteur, entre guillemets, de vos attentes. Donc, typiquement, j'ai envie de manger ma pizza tous les jours, j'ai envie de sortir avec mes potes le samedi et dimanche soir, et j'ai pas envie de m'entraîner 5 fois, 4 fois par semaine, 3 heures, même si voilà, c'est un autre sujet, bah, je fais moins, mais je pratique et j'assume mes résultats. Enfin, Mm. j'en Mm. demande pas plus, en fait. Ouais. Voilà. Moi, je voulais rebondir aussi sur au début, tu vois, quand il y a un athlète qui vient te solliciter et qui te donne ses objectifs bah, je sais pas, il lui manque peut-être 150 kilos pour les minima France. Euh, je pense pas, enfin, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je lui dis pas, ok, bah, ça va être compliqué. Je lui dis, ok, pour moi, ça prendra peut-être un peu le temps, mais on y va, on va tout faire pour, tu vois. Ah oui, Et en fait, non, mais je dis pas ça va être compliqué, non, non, quand même pas. Mais bah, faire attention en parce que gros, c'est un peu. je le fais comprendre que si tu mets les choses en place de ton côté, on peut le faire. Oui, mais du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que justement, peut-être qu'il s'en rendra compte lui-même, tu vois. Dans le sens où il va venir te solliciter parce qu'il arrive sur un plateau et qu'il progresse pas. Et moi, je vais lui dire, bah ok, bah j'ai essayé ça au niveau de la prog, j'ai essayé ça, 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 j'ai essayé quasiment ce qu'on pouvait faire pour faire correspondre ton profil à la programmation, et ça fonctionne pas. Donc, est-ce que c'est pas justement un manque d'implication sur quelque chose d'autre que la programmation en elle-même, tu vois? Moi, je prends jamais mal le fait qu'un athlète puisse remettre la programmation en question parce que une programmation n'est jamais parfaite. Hmm. La formation n'est jamais parfaite. Donc, il me dit, alors attention de la manière dont ça dépend de la manière dont c'est dit, mais il me Ouais, bien dit, sûr. oui, est-ce que niveau programmation, on ne pouvait pas faire quelque chose? Il dit, je lui expose le fait qu'on a bah, essayé pas mal de choses, on a changé les tranches de rep, le volume effectif, on a changé peut-être le format d'entraînement, etc. Et on en vient au fait de, qu'est-ce que toi tu fais de ton côté pour améliorer les choses? Est-ce que tu prends réellement ton sommeil en considération? Est-ce que tu prends réellement ta diète en considération? Parce que, et après, on en vient au fait de, ah ouais, bah en fait, tu peux faire des efforts dessus. Tu vois? Et
bah, essayer d'abord de voir ce qui ne va pas à la base de la pyramide, plutôt que vouloir remonter sur le haut de la pyramide et se dire bah, c'est la programmation qui va pas et c'est pour ça qu'on stagne, tu vois. Mais du Bien coup, sûr. ça en revient au fait de il faut laisser un petit peu les athlètes baigner dans leur bain de j'ai un objectif, mais je stagne, pourquoi? Et il va forcément venir te solliciter de pourquoi tu stagnes. Et c'est à nous soit nous remettre en question parce que ça peut être de notre faute et que le mec, peut-être, tu t'es assuré qu'il a vraiment, il met tout en place pour progresser. Et auquel cas, bah, on peut mettre quelque chose en place selon lui, comment il se connaît, s'il sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus qu'un autre. Euh, mais de manière générale, un athlète, quand il sollicite un coach, il n'aura pas la connaissance pour optimiser sa récupération euh, de manière vraiment poussée, tu vois, que ce soit le sommeil, par exemple, ne pas avoir les écrans 1 heure avant, faire Ouais, des... et puis il aura peut-être les connaissances, mais la flemme. Enfin, il y a Aussi, aussi ça. Il y a aussi ça. aussi. Moi, je suis coach. On va dire que si j'ai des bonnes perfs, bah, j'ai potentiellement plus d'athlètes, donc potentiellement plus d'argent à la fin du mois. Si on parle grossièrement, bah, du coup, comment dire, dans le meilleur des mondes, bah, je me couche à 21h, je fais ultra attention à ce que je mange, je m'entraîne de la meilleure des manières, je suis ultra assidu sur ça. En fait, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ouais. Mais juste, comment dire, moi, j'ai compris ça il y a pas longtemps. C'est quel est mon objectif dans la vie? C'est de développer mon coaching et d'être le meilleur coach que je puisse être pour mes athlètes. Et en fait, ça passe par bah, une diminution aussi de la fréquence de l'entraînement, un taux d'implication qui est un peu moindre au niveau de ma récup parce que forcément, travailler, voilà, ça prend du temps, etc. Et j'ai accepté du coup que bah, mes progrès ne seraient plus vraiment aussi significatifs qu'ils ont pu l'être. Et c'est OK. Et j'aimerais bien qu'on termine du coup cette déviation, parce qu'on a dévié de fou, euh, En en vrai, vous oui. disant, Mhm. En En vous vrai, oui disant, et non. oui, Excuse-moi. En vrai, enfin, oui et non. oui, Et non, parce que du coup, ça amène sur le sujet que, tu vois, oui, mûrir en tant qu'athlète. C'est ça ouais. qu'on voulait parler. C'était tout mûrement réfléchi, les gars. Ouais. Mais du coup, tout ça pour vous dire, je sais qu'il y en a pas mal de vous qui, pas idolâtres, mais qui ont vraiment voilà, l'icône en power, enfin une icône en power, qui ils aiment beaucoup son contenu. Enfin, ça peut être divers. Enfin, j'ai pas forcément de nom en tête, mais enfin, si je pense bah, à Pana parce que c'est, on va dire, c'est le gars qui a amené la force en France. Et en fait, ces gars-là, ils vont vous montrer le bon. Ils vont vous montrer les bonnes séances là où ils réussissent, ou alors ils vont vous montrer quand ça se passe mal, mais parce que c'est justement ça, c'est en train de se démocratiser le fait de montrer ses échecs. Mais on va dire que généralement les gens montrent leur meilleure forme, montrent leur progrès, mais ils passent par les mêmes phases que vous. Ils passent par des phases de stagnation, de blessures, de douleurs, de doutes, de maladies, de démotivation. En fait, on est tous humains et enfin, à chacun son échelle, mais on passe par tous enfin, tout le monde passe par la même épreuve au bout d'un moment en fait. Donc ce qui pour vous semble insurmontable, bah dites-vous en fait, il y en a plein qui l'ont surmonté. Essayez de vous challenger aussi en vous, genre dans votre tête, dites-vous des trucs comme ça en mode, bah ok, bah j'abandonne quoi, et soyez pas content, soyez pas fiers de vous, soyez pas fiers d'abandonner. Justement, Mm. essayez de vous challenger à vous dire, bah si lui il a réussi, moi aussi je peux le faire. Ayez cette mentalité de gagnant. Et ça, je dis souvent, c'est pas une question de power, c'est pas une question de sport en fait, c'est une philosophie de vie. Si on abandonne à la première épreuve, bah, moi je vous dis les gars, je lâcherai, non j'allais dire le nom d'un métier, mais c'est pas gentil pour ceux qui le font, mais je ferai un métier nul, je serai pas heureux dans ma vie. Mais non, en fait tous les jours tu prends cette épreuve là et en fait tu l'acceptes même si elle est difficile et tu fais le taf quand même. Et tu t'arrêtes jamais parce il y a toujours pire en fait. Et que ce soit Louis, que ce soit moi, que ce soit un autre, on a tous eu cette difficulté dans notre vie sportive, professionnelle, relationnelle, je ne sais pas quoi, et on est toujours là et on fait toujours front. Donc faites-le aussi. Et franchement, tout le monde peut réussir. Sur ça, il y a pas de génétique ou je sais pas quoi. C'est de la résilience. C'est dans le cerveau, ça se formate et ça s'entretient. C'est surtout que ça se développe aussi. Tu vois, Oui, exactement, c'est ouais. pas quelque chose qui est inné d'être têtu et de voir quelqu'un et de se dire putain, je peux faire comme lui, tu vois. Il y en a Hmm. pour qui, justement, ils vont avoir un profil psychologique à l'opposé de ça et ils vont se dire, ils vont voir quelqu'un de plus fort qu'eux, ils vont se dire putain, je suis une merde. Ouais, c'est ça, et c'est Je vais pas justement, réussir à. Et en fait, ça se développe, tu vois. c'est changer son discours interne.
Bah, de un, et c'est aussi de la confiance en soi de manière générale, tu vois, c'est bosser là-dessus parce que ce qui fait la différence entre un athlète de haut niveau et un athlète un peu moins bon, entre guillemets, un athlète qui va bien se classer de manière générale ou juste qui va aller aux France, tu vois, bah, je pense que le mindset en est pour énormément et c'est ce qui fait que les athlètes de très haut niveau qu'on peut voir aux Worlds, etc., ils progressent aussi de manière continue. C'est que ils ont la rage, tu vois, ils voient des gens, ils sont galvanisés par les gens qui sont au-dessus d'eux ou galvanisés justement par les gens qui sont en train de les rattraper, tu vois. Et il faut transformer ce côté je me sens nul par rapport à ceux qui sont plus forts que moi, parce que malheureusement, bah, il y en a, c'est comme ça. Dans le sport de haut niveau, c'est une mentalité qui est très compliquée à avoir parce que ça a tendance à plus te tirer vers le bas qu'autre chose, sauf exception. T'as déjà eu ça, toi? Genre le Ouais, truc de te comparer? ouais, j'en connais que. Non, mais toi, genre À personnellement. moi? Non, Ouais. parce que moi, je Ouais, suis moi un non peu plus. con. Moi, je suis un peu con et je me dis, tu sais, en fait, je suis un peu con et en même temps, je suis délusionnel dans le sens où je vois un mec qui est super fort et je me dis, qu'est-ce que j'ai de différent de lui, tu vois? Donc, je vais aller tête baissée et Ouais, t'en as pour qui c'est pas ça, malheureusement, et il faut le prendre aussi en considération. ouais. Mais c'est ce que je dis souvent. Je dis, il y en a, enfin, c'est surtout, j'en parlais aussi la dernière fois dans le podcast, mais c'est surtout la gente féminine, chez moi en tout cas, de Oui, ce c'est que je vrai. peux voir, qui se remet énormément en question par rapport au regard des autres, par rapport à la Mm. comparaison, etc. Et, euh, et moi, en fait, ce que je leur dis, mais regarde là où tu étais déjà il y a un mois, 2 mois, 2 semaines. Regarde là où tu étais, regarde là où tu es aujourd'hui. Regarde ton discours aussi, comment il a évolué. Moi, Mm. j'ai connu une telle qui me disait, enfin, là, c'est comme si je lui parlais, elle, mais en gros, ouais, tu me disais, regarde, tu me parlais comme ça, tu avais une image de toi qui était vraiment médiocre, et sur tous les autres aspects de ta vie, ça a impacté. Et aujourd'hui, bah, tu as un discours beaucoup plus. En gros, tu progresses, quoi. Et en fait, bah, si tu te compares toujours à quelqu'un que tu juges mieux que toi, en fait, à tes yeux, tu seras toujours une merde, en fait. Mm. Et il n'y a rien de pire que de se regarder devant le miroir et de se dire, ouais, bah, je suis une merde, quoi. Genre, je suis nul, je réussis rien. Et là, on en vient à la narration interne. C'est si je répète à mon corps à 24 que je suis une merde, bah, mon corps, il va se sentir comme une merde, il va agir comme une merde. C'est Mm. tout. Et Et ouais, l'inverse prévaut, hein. ouais, c'est ça. Et pour c'est un peu la. Enfin, je suis pas fan de ces concepts-là, mais c'est un peu la loi de l'attraction. C'est genre, j'attire entre guillemets ce que je pense. Genre, Alors, je trouve pas que c'est pas plutôt ça, mais c'est vraiment ce que tu te répètes dans ton cerveau, en fait, l'intégrer et le conditionner physiologiquement. Tu vois, si tu te répètes maintes et maintes fois que t'es une merde, etc., ou que même les gens te le répètent, tu vois, parce qu'il y en a pour qui, bah, malheureusement, ils ont un entourage qui est à chier et qui est bah oui. très bas, tu vois. Et ben en fait, ces gens-là, ils vont intégrer le fait que bah, c'est potentiellement des merdes, alors que c'est pas forcément le cas. Et ce qui va se passer, c'est des fois en plus, c'est des gens qui ont un potentiel qui est hors norme et qui Grave. justement sont bridés par ça, tu vois. Et le corps va se brider tout seul parce que ta pensée te dit ça. Mm. Et à l'inverse, C'est le même schéma que la douleur. Je te coupe, mais c'est le même ouais, schéma que la douleur. exactement. C'est Et conditionnement en fait. Ton exactement. cerveau finit par y croire en fait. Et c'est ça, et c'est même à l'inverse, si tu te persuades, bon, pour pas avoir un ego surdimensionné non plus, hein, mais si tu te persuades que tu as du potentiel, que tu peux faire le truc, que pourquoi pas toi, pourquoi pas prendre la chance, machin, pourquoi tu pourrais pas justement pousser le truc plus loin, bah, en fait, tu vas inévitablement devenir meilleur parce que Mm. tu vas te persuader que tu as ce potentiel-là et que t'es pas une merde, tu vois. Mais c'est compliqué, c'est facile à Mm. dire, mais c'est compliqué à mettre en place parce que des fois, t'as ton entourage, mais t'as pas de chance, t'as un entourage de merde, ta Ouais. famille, elle te tire vers le bas, tes potes, ils disent que ton sport, c'est de la. Enfin voilà, il y a tous ces facteurs-là. Et à l'inverse, bah, il y a des gens qui ont de la chance, oui et non, parce que bien s'entourer aussi, t'es acteur de ça, tu vois. T'es proactif, ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah, des fois, bah, justement, c'est aussi important Mm. de le dire. Mm. Pour conclure, depuis tout à l'heure, on doit conclure, mais on ne conclut pas parce que c'est intéressant ce sujet. Mais moi, pour conclure, comment dire, je vous invite à visualiser une jauge d'énergie, en fait. Cette jauge d'énergie, elle est remplie. Voilà. Et en fait, toutes les actions de votre quotidien vont faire diminuer cette jauge d'énergie qui sera re-remplie avec votre sommeil. On va dire que dans votre quotidien, vous avez quoi? Vous avez un sport qui est assez coûteux en énergie à assumer, vous avez peut-être un travail ou alors une scolarité, pareil, coûteuse en énergie, vous avez aussi des relations
très coûteuse par moment en énergie malheureusement. Et en fait, si on rajoute à ça du coup une vision de soi-même qui nous dégoûte, des pensées qui comment dire, nous harcèlent au quotidien, bref, si on se rajoute en fait une charge mentale qui nous coûte encore plus en énergie, mais votre jauge, en fait, à la fin de la journée, elle est même pas encore. Enfin, la journée n'est même pas encore finie. Il est 13 h. Votre jauge est déjà baissée et déjà diminué au max. Et du Mm. coup, vous allez à l'entraînement du coup avec une énergie mentale, parce que c'est très mental aussi le power, qui est à zéro. Et en fait, bah, chaque jour, vous êtes en dette de cette énergie, quelque part. C'est ce qu'on appelle aussi la fatigue chronique, c'est un flou mental. Et bah, du coup, visualisez voilà, toutes ces pensées comme des choses qu'il faut vraiment vous débarrasser parce que ça vous prend de l'énergie bêtement. Genre, Mm. c'est vraiment de l'énergie gaspillée. C'est je gaspille. En fait, je donne raison, bah, du coup, aux personnes, par exemple, si mon entourage est merdique, je donne raison à mon entourage en leur octroyant mon énergie quelque part. Donc vraiment, voilà, visualisez la jauge d'énergie et mettez en place toute la journée des actions pour contrer cela. Méditation active, respiration, Bouger? écriture de narration Non, interne. mais c'est même pas tant ça, tu vois. C'est Oui, mais là, je dis au niveau des actions qu'on peut mettre en place, mais je suis oui, d'accord avec toi. mais de manière générale, bouger, Oui, oui. faire un truc, c'est juste que tu restes. En fait, si tu t'enfermes dans un cercle vicieux de je suis une merde, je suis sur TikTok. Le TikTok est fait pour me mettre des trucs que moi je vois toute la journée. Donc TikTok va te dire que tu es encore une merde parce qu'il va te montrer des mecs super Ouais, forts. tu coupes TikTok. Tu... Et tu apprends à faire d'autres trucs. Tu apprends à réussir. Mm. Là, moi, je sais pas, je prends mon exemple parce que voilà, mais j'ai pris 2 semaines, je savais pas jongler, je savais rien faire avec mes mains. Je Tu sais vois. toujours pas jongler là. Moi, Moi, je sais toujours pas jongler. non, moi, À toi. Mais fais-le, mais parce que c'est pas au-delà du patient. fait que ça apporte plein de trucs, plein de bénéfices physiologiques et cognitifs, ça t'occupe et ça te donne une récompense de ah bah je sais jongler au final, je sais faire un truc, je suis Mm. pas une merde, tu vois. Bon, moi je l'ai pas fait pour ça, mais ça peut être une idée. Savoir apprendre des choses, développer ta curiosité dans d'autres domaines que la FA ou dans la FA, c'est hyper important parce que ça va te conforter dans l'idée que tu peux faire des choses, tu vois. Après, le plus dur, c'est de sortir de ce cercle vicieux et d'entreprendre le fait de faire quelque chose. Amen. Amen. Moi, je souhaite qu'on bifurque sur la question que tu avais préparée, du coup, qui est un peu dans le même thème. Bah, ouais, c'est ce dont on parle Des- depuis tout à l'heure, en vrai. Ouais, c'est ça, c'est comment, en fait, c'était comment on sait quand on a mûri en tant qu'athlète, c'est ça? C'est plutôt comment mûrir en tant qu'athlète, comment Comment, ouais, amener ok. une maturation. Ouais, bah, du coup, c'est typiquement ce qu'on a dit. Si on reprend les grandes lignes, c'est voilà, agir déjà sur tous les facteurs de récupération pour optimiser sa pratique, agir sur ces facteurs mentaux, donc vraiment, euh, voilà, agir sur sa psychologie et sur ses points négatifs, entre guillemets, devenir, en fait, grandir en tant que personne, tout simplement, et tout sera, comment dire, Ouais, tout le positif que vous allez en tirer sera transférable sur tous les ouais, aspects de votre vie. Et voilà, encore une fois, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on a fait du progrès qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute ou je ne sais pas quoi. C'est comme le gars qui vient de PR au squat de 20 et en fait, une semaine après, il se blesse. Il redescend à minimum, maximum 110 sur le dos. En mm, fait, une rechute, ça arrive à tout le monde. Genre, moi, vous connaîtrez toujours, ouais, non, mais ça, vous connaîtrez toujours un moment compliqué, que ce soit physiquement, psychologiquement. Et en fait, c'est dans ces moments-là où il faut se rappeler que il y a voilà, quelques temps, vous étiez à ce niveau-là et que du coup, si vous l'avez atteint, ce niveau, vous pourrez de nouveau le réatteindre. Mis à part si vous vous faites couper les 4 membres et que vous êtes un homme légume. Mais dans la théorie, c'est pas ce qui va se passer. Donc, bref, essayez vraiment de. C'est bateau ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais c'est souvent ce qui est bateau, c'est les choses les plus vraies, les plus faciles à comprendre. Donc voilà, j'espère que en tout cas notre discours vous a fait du bien et peut-être ça vous donnera un regain d'énergie sur. Là, j'espère que vous êtes en train de ranger votre salon qui est en bordel et que vous êtes en train d'envoyer des messages à toutes les personnes qui vous énervent. Voilà, en leur c'est disant surtout, je vais te montrer, Sheffield 2025, c'est pour moi. mais c'est surtout que c'est bateau parce qu'il n'y a pas d'exemple, enfin, il n'y a pas de chemin concret, tu vois. Bah ouais, C'est, on pourrait toujours faire la métaphore un peu chinoise, mais le bah truc, ouais, c'est mais que voilà. c'est juste que c'est propre à chacun et qu'en fait, on a une idée globale et il faut l'appliquer, tu vois. C'est Mm. surtout ça aussi qu'il faut comprendre. Et
mûrir en tant qu'athlète, c'est aussi juste prendre les bonnes décisions et ne pas se laisser, laisser tirailler par l'émotion. Moi, j'en vois beaucoup, tu vois. Tu as des athlètes qui vont louper un PR alors que c'est 10 fois trop lourd, mais par frustration, ils vont le mettre 2, 3, 4 fois. Et c'est Tu là vois. où il faut mettre des charges fixes. Bah, oui et non, parce que Non, du mais coup, j'en parlais de ça. Il y a des exemples, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Le mec qui fait que d'overshoot et en fait qui perd sa confiance au fur et à mesure de chaque bloc parce que justement il overshoot à chaque bloc et il loupe tout ce qu'il entreprend. Mais en fait, quand tu vas lui obliger, lui imposer une charge, tu sais qu'il va la réussir. Sa jauge d'espérance, ouais, de confiance en lui va mais monter, tu vois. ce que je veux dire, c'est comment tu sais qu'il va la réussir? Tu peux très bien lui mettre une charge et enfin, Parce moi, tu lui donnes une charge, le mec, il va faire de la merde au niveau de la récup, il va arriver, il va louper, il va Non, refaire oui, le non, même mais schéma. justement, tu vois, en pourcentage, par exemple, au lieu de lui faire tenter, je sais pas, un single RPE 9 où le mec va mettre 99% de son 1RM, bah, tu lui mets un RPE 9 fixe. Genre, en gros, c'est de la psychologie, Ouais, hein, et tu lui mets 93%, 92% sur la barre, une barre qu'il est censé avoir déjà passé 2 ou 3 fois. Le mec, il va être peut-être en mode frustré de ne pas mettre plus lourd, mais il va être content parce qu'il a enfin réussi une barre à la fin du bloc. ouais. Et en fait, ce momentum que tu crées à partir de cette charge fixe, chaque bloc, tu l'incrémentes. Et en fait, c'est toi qui, comment dire, c'est toi qui as les rênes en fait, de sa progression. Et c'est Mm. plus son ego. Il faut savoir dissocier ego de l'athlète et visualisation du coach dénué d'ego, dénué Mais, d'émotion dans la progression, enfin, dans la programmation de l'athlète, tu vois. Genre, il mais n'y a pas d'émotion. est-ce que lui apprendre, tu vois, justement, Ah, mais plus à mettre tard, plus l'ego de côté? c'est la Mais ouais, béquille. C'est la béquille, la charge, tu vois. Le ouais, but du jeu, bien sûr, c'est de le laisser grandir en tant qu'athlète plus tard. Parce que, en fait, de par cette expérience de charge fixe, je te dis ça parce que typiquement, j'ai une athlète, je lui ai fait. De par cette expérience de charge fixe, la personne dit ah, ok, je comprends ce qu'il voulait dire quand il me disait de me mettre en confiance, voilà, de tenter des choses que je peux réussir. Et en fait, au bout d'un moment, tu lui dis ok, tu as intégré ça, bah maintenant, tu vas aussi chercher à te challenger et tenter des choses oui, dont tu n'es pas sûr, tu vois. Parce qu'il ouais, faut savoir prendre des risques. C'est bien comme le sûr. mec qui a investi en bourse, il met jamais plus de 1000 balles, tu vois. Genre, il y a un moment, mon frère, si tu veux tester le processus, va falloir mettre Oui, plus, c'est tu ça. vois. Mais Bah, ouais. c'est ça aussi où moi enfin, j'ai un peu du mal avec cette vision de charge fixe, c'est que bah, en fait, je pars du principe que l'athlète, du moment qu'il a un ego surdimensionné et qu'il va pas réussir à gérer sa charge par rapport au RPE que tu vas lui donner, bah, en fait, tu auras beau lui mettre une charge, il va la passer et il va mettre plus après. Tu vois. Ouais, mais Moi, j'ai déjà eu cet exemple. après ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment un athlète qui est pas discipliné. Et en fait, bah, typiquement, c'est le genre de suivi où moi, j'arrête en Ah fait, ouais? quand Ça t'arrête les le mec, suivis? bah ouais, quand le mec veut pas collaborer, alors que j'ai tout essayé, hein, tu sais, les discussions, les adaptations, les compromis, tu sais, en tant que coach, par moment, il faut faire aussi des choses qui vont dans le sens de l'athlète, même si tu n'es pas forcément d'accord, tu trouves toujours un compromis. Quand j'ai tout essayé et que le mec, en fait, il suit pas il suit pas la prog, ses retours sont médiocres, et puis, même, tu vois, genre, la collaboration ne m'apporte rien, elle ne lui apporte plus rien parce que, bah, de toute façon, il ne la suit pas. Moi, j'arrête les suivis. Genre, j'ai 36 000 athlètes qui sont prêts à tout défoncer, comment dire, à faire la meilleure collaboration possible, bah, je garde mon énergie pour eux, tu vois. Justement, ça, Ouais, c'est c'est pas. une question d'énergie pour moi. Moi, ma charge, enfin, comment dire, ma jauge d'énergie, il y a des gens, ils me la prenaient, mais fois 1000, tu vois, et je me rendais compte que c'était pas sain pour mes Ouais, coachings, moi, que ça se passait bien. j'ai jamais eu des athlètes comme ça, ou alors j'ai peut-être plus de patience, tu vois. Mais par exemple, quand il y en a qui abusent un peu trop, bah, je leur dis, bah, en fait, si tu progresses pas, c'est à cause de ça, tu vois. Je leur fais rendre compte du fait que c'est parce que Ah, mais non, mais ça, j'ai- tu leur réponds, ils le savent. Ils le bah oui, savent, mais mais ils veulent pourquoi? pas. Ouais, mais du coup, c'est sa faute, tu vois. Enfin, Mais je c'est te souhaite pas de tomber sur ce genre d'athlète parce que franchement, ça fait de la peine. Genre, t'es là, ouais, c'est pas faux. toi, tu te sens mal et tout parce que tu as le syndrome de l'imposteur un peu qui parle et tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais de mal et tout, et tu te remets en question. Et pourtant, le mec part pas du coaching de lui-même, tu vois. Genre, lui, il est Parce là, qu'il en il a fait. besoin. Tu vois ce que je Mais veux dire? S'il part pas, c'est parce qu'il en a besoin, quelque ouais, mais part. c'est ça. Mais du coup, toi, tu lui apportes rien parce qu'il suit pas le plan, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un même de très, très patient en coaching. Bon, dans la vie de toujours, c'est un peu différent, tu vois. Mais en coaching, je suis très patient. Donc, pour te dire, pour que ça arrive, c'était, voilà. Maintenant, c'est une minorité. Et, voilà, Oui, c'est pas ça, ça doit pas arriver souvent parce que moi j'en ai pas. Non, non, ce qui arrive souvent, c'est les athlètes qui sont qui ont une image d'eux très médiocre et qu'il faut, Ouais. voilà, Mais faut vraiment être doux avec eux et ouais, bah ça, tu vois, c'est un côté du métier que j'adore, par exemple.
C'est discuter. ouais, vraiment Ouais, enfin, pas leur inculquer, mais essayer de leur transmettre des valeurs qui vont leur permettre de grandir en tant ouais. qu'athlète, mais aussi en tant que personne. C'est, t'arrives, t'as un athlète qui est vraiment, enfin, j'ai souvent des messages comme ça de remerciements après 2, 3 mois, tu vois, parce qu'ils ont réussi justement à sortir d'un cercle vicieux de, euh, bah tout ça, ça partait d'une base où ils progressaient plus, tu vois, et du coup ils se sentaient un peu comme des merdes. Et bah tu leur dis ok, bah on va essayer ça, on va mettre ça en place. Mais du coup, essaye de voir un peu plus positif. Ok, bah là, peut-être que tu as fait ça qui est mal, peut-être que ta trage, elle est pourrie, mais d'un autre côté, ce que tu as mieux fait, c'est que tu as plus poussé dans les gens, mais tu as mieux poussé en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et au fur et à mesure où t'as cet athlète qui se sent un peu comme une merde, où tu lui apportes du positif, du positif, du positif, bah en fait, moi, je pars du principe que si la personne ne part pas de lui-même, bah, c'est qu'elle en a besoin. Sauf auquel cas, si vraiment le mec il est chiant, il est irrespectueux, genre il est là, il exige que tu lui répondes en temps et temps d'heure. Enfin, ça m'est jamais arrivé, tu vois, mais c'est par exemple qu'il y a un athlète que je dégagerais, si auquel cas ça arrive. Mais moi, je garde toujours mes athlètes, je suis très patient avec eux parce que je sais qu'au fur et à mesure, bah, ils Mm. vont s'en rendre compte eux-mêmes que s'ils progressent pas parce qu'ils font trop par frustration, bah, c'est à eux de gérer le truc, tu vois. Et je leur apprends à gérer leur frustration, je leur donne des tips, etc. Ouais, non, mais pareil. Et justement, moi, je préfère 1000 fois un athlète qui me fait comment dire, un feedback de coaching, genre de milieu de coaching, je sais pas, en me disant, bah écoute, j'ai évolué en tant qu'humain, et que moi j'ai vu l'évolution, tu vois, au travers des retours, etc. Ça me fait tellement genre chaud au cœur quand je Ah lis ouais, des trucs ouais. comme ça, plutôt que le mec qui me dit, oh bah merci, tu m'as fait perdre plus 5 ans. Mais je peux te faire perdre, t'inquiète. Ça, la charge en vrai, je trouve ça secondaire un peu dans ce métier parce que en vrai, la plupart des coachs peuvent te faire progresser en charge s'ils font la bonne méthode et enfin s'ils ont une bonne méthode stable et qu'ils communiquent bien avec toi. Théoriquement, tout le monde peut te faire progresser. Maintenant, un coach qui a réussi à te mettre en confiance, qui t'a fait grandir en tant que personne, qui t'a fait aussi, qui t'a boosté au niveau de l'ego dans le bon sens et ouais, qui t'a fait, tu t'es amélioré en gros. Bah ça me fait trop plaisir et franchement, les athlètes comme ça cœur sur vous. Ouais, pépite. Non, mais franchement, les athlètes qui viennent et qui ont vraiment à cœur de devenir quelqu'un de meilleur, qui sont prêts à tout mettre en place, qui te font des superbes retours et tout, franchement, c'est pour vous qu'on fait ce métier. Hein. Ouais. Parce que franchement, il y en a, ils arrivent, il n'y a pas de retour, même si tu insistes, il n'y a pas de retour, le suivi de la prog est inexistant, c'est trop dur de travailler avec eux, mais pour notre côté, c'est aussi notre métier, donc on ne peut pas avoir que des pépites partout, quoi. En fait, Euh, tu peux pas, enfin, si tu veux, s'ils font pas leur retour, enfin, moi, je leur dis, je dis, moi, ça Moi, m'arrive j'envoie des des fois, t'as messages des. un peu Ouais, moi menaçants en aussi. mode ça va, boss? Non, Tu ouais, fais moi quoi? j'envoie un message pour savoir si ça va, tu vois, parce que si j'ai pas de Ouais. nouvelles, je me dis, bah, je sais pas, il s'est peut-être cassé une patte ou j'en sais rien. Et puis t'en as malheureusement, bah, ils ont des problèmes familiaux, etc. Et il faut savoir aussi, bon, faut pas faire le psychologue non plus, tu vois, Ouais, non, mais mais je parlais vraiment le mec en mode il vient dans le suivi, tu vois, et il est pas investi. ouais, Mais bien sûr, bon, après moi, j'ai une bonne communication avec eux, donc dès qu'il y a une galère en mode un peu plus perso, ils m'en parlent. Mais ouais. vraiment, ouais, je parle juste du gars qui est pas investi. Et bah ça, c'est juste chiant parce que bah toi, t'as envie de faire. En fait, je pense qu'il y en a dans leur tête, c'est ouais, bah c'est bon, je le paye, il est content, tu vois. Bah non. Franchement, ouais, c'est ça. Moi, genre, bah, oui, d'un côté, je suis content parce qu'à la fin du mois, je peux payer mon Ouais. loyer. Mais en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est genre d'être investi à mort derrière mes athlètes, de mettre tout en place et de vous voir progresser. Si je Ouais. te vois stagner et que t'es pas investi, ben, ça me fait chier. Genre, ouais, vraiment, moi, ça provoque de la frustration. Après, je sais pas si on est tous les coachs sont dans le même cas. Il y en a, ils s'en foutent peut-être, hein, mais genre, moi, ça me frustre de fou, tu vois. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais Bah, bref. c'est pour ça, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de passer une nuit entière sur un athlète à essayer de comprendre pourquoi il progresse pas, tu vois. Tu C'est. sais, je vois bien le mec allongé dans son lit avec des calculs Non, et tout au-dessus de sa je suis tête. sur mon PC, je regarde tout, je fais. J'ai tout essayé. J'ai essayé le Et straight set, j'ai essayé le pourcentage, non, mais j'ai essayé souvent quand tu as tout essayé, c'est que la solution, elle doit pas venir de toi. Oui, Enfin c'est sûr. bref. Enfin bref, on a fait le tour. Du coup, on va parler d'un petit sujet, plus du tout le même rapport. Du coup, ça va être le dopage banalisé Ah, chez les jeunes, la génération Ziz. ça y a des Non, trucs à dire, hein. en vrai, on va parler un peu de, je pense que vous voyez de qui on parle, enfin le type de personnes dont on parle, les go muscu qui voilà se chargent parce que leurs influenceurs préférés ont banalisé ça sur les réseaux. Voilà. Louis, je te laisse débuter.
C'est clairement un fléau. Hein. C'est C'est un clairement fléau, un mec. fléau. C'est un fléau, mec. Bah, en fait, moins en FA, beaucoup moins en FA. Bah, en FA, en fait, le truc, c'est que les gens n'en parlent pas parce que c'est Ouais. interdit. C'est pour Oui. ça. Mais en muscu, c'est très triste hein, parce que tu vois des mecs de 16 ans. Alors, est-ce qu'ils mytho ou pas sur leur âge, j'en sais rien. Tu vois. Mais tu vois des mecs de 16 ans, ils ont un physique. Les mecs, ils sont chauves. Ils ont une qualité de peau, frère. Ils Je ont sais de qui tu elle parles. est- elle est- Ils sont chauves, ils ont une qualité de peau granuleuse à pas possible. Les mecs, ils ont une barbe comme des Vikings à 17 ans, tu vois. Et ils trouvent ça normal, ils disent, ouais, mais de toute façon, on doit bien mourir un jour. Sauf que, ouais, les mecs, Ouais. bah, c'est pas ça la vie. Et au final, ces mecs-là, tu vois, c'est le genre de mecs qui vont faire des TikTok, qui vont montrer leur physique, qui vont donner un idéal physique à des jeunes qui sont naïfs et qui vont pas voir le dopage, tu vois. Et ils vont dire, ah ouais, je veux la même chose. Hmm. Mais du coup, ils vont s'enrouler dans un truc, c'est diète ultra restrictive, entraînement full volume, full intensité, échec partout, où tu arrives sur un truc où le mec, il est sur TikTok, hein, il voit des TikTok, ouais, se doper c'est bien, des blagues sur la trembolone, machin, c'est Ouais, rigolo, mais c'est sauf ça. que le Ouais. mec, au final, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser influencer et il va finir bah, par se piquer ou prendre des cachets. Hmm. Et après, c'est des mecs, tu vois, comme bah, que tu retrouves avec de l'infertilité, des énormes problèmes de foie, les reins qui fonctionnent plus, à Ouais, 20 ans. et puis leur cycle hormonaux, déjà, les gars, quand vous avez 16 ans, 16 ans, c'est l'âge de construction. Enfin, Même pas en place. votre corps n'est même pas. Ouais, votre corps, c'est pareil pour. Il y avait. Je sais plus je sais où ça où, mais en gros, le cannabis. Donc, le cannabis, c'est cool, apparemment. Bref, il y a plein de gens qui prônent ça. Ok, peut-être. Par contre, est-ce que les gens sont un minimum renseignés sur comment dire, sur l'impact du cannabis sur le cerveau des jeunes qui n'ont pas encore le cerveau formé, hein, pour parler vulgairement, bah là, ça va être exactement la même chose. Vous allez vous injecter une substance, avaler une substance qui va avoir un impact, mais déjà juste par exemple, le petit boy de 16 ans qui est un petit peu dépressif, pour ne pas dire totalement dépressif, qui va s'envoyer, je sais pas, de la testo parce qu'il a envie de changer son mindset, il veut devenir, il veut prendre confiance en lui et tout. Il va prendre sa testo, bah, automatiquement, il va se sentir bien. En fait, la testo, ça a Mm. réellement des effets antidépresseurs et plein d'autres effets. Mais du coup, il va devenir totalement dépendant à cette substance parce que sa dépression, elle sera toujours là. Et le boug, bah, il va peut-être prendre conscience que se doper, c'est mal au bout d'un moment. Peut-être qu'il va voir les problèmes arriver parce que quand on se dope un peu à la wall again, sans suivi, sans rien, mais ça peut être destructeur. Ah Le ouais. mec va vouloir arrêter. Il va pas réussir à se relancer. Au niveau de sa dépression, ça va être n'importe quoi parce que dites-vous, il y a des gens qui tombent en dépression après l'arrêt des produits alors qu'ils ne l'étaient pas de base. Lui, il est déjà en dépression et il va arrêter les produits. Et je pense qu'il va arrêter n'importe comment en plus parce qu'encore une fois, il va pas forcément avoir les connaissances, etc. Et ça peut être destructeur. Donc peut-être que oui, il va pas finir avec un cancer parce que faut aussi voir le truc de se doper. Enfin, on a aussi énormément diabolisé la chose. Mais si tu fais bien ton protocole, voilà, du peu que je connaisse en tout cas, si tu fais bien ton protocole, tu n'auras pas de problème. Sauve les meubles, entre guillemets, bien que tu n'es jamais à l'abri. Hein. Attention, il y a On est encore, jamais, mais bien sûr, mais après c'est comme tout, tu vois, genre on n'est et jamais à ça l'abri d'avoir un cancer, même si on mange bio tous les jours. et ça veut Euh, pas dire qu'il faut le faire. mais c'est Attention. bien sûr, mais encore une fois, la plupart des gens ne savent pas se doper déjà. Euh, là, les gens dont on parle ne savent pas se doper. Et encore une fois, du peu que moi je connais, je vois directement que c'est n'importe quoi au niveau du protocole. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de parler avec pas mal de personnes qui justement se dopent et de la bonne façon et qui l'assument ouvertement parce que faut aussi voir le côté sportif. Genre, typiquement, le bodybuilding n'existerait pas sans le dopage. Enfin, Mm. ce serait pas le même sport. Donc voilà. Et en ce qui concerne du coup cette génération là qui se dope ouvertement et qui banalise ce genre de choses, franchement les gars, déjà développez votre physique naturellement au maximum. Apprenez à manger. Ouais, apprenez à manger, apprenez à dormir, apprenez à conduire, passez le permis déjà, vous voyez, genre au lieu d'investir dans des produits comme ça. Et ensuite, quand vraiment vous avez fait tous les efforts et que vos objectifs sont réels, que vous avez vraiment eu
de participer à votre première compète non testée ou je ne sais pas quoi, allez-y si vous voulez. Hein. Mais juste, il y en a, c'est risible. Enfin, voilà. Pareil pour les gars. En fait, ça va être le genre de gars qui vont voir un deadlift à plus de 250 sur Internet qui vont crier au dopage. Non, les gars, les gens qui deadlift plus de 250, c'est juste des gens qui ont été patients, qui ont mis en place les bonnes actions, qui ont peut-être une ouverture de hanche de zinzin, peut-être. Et franchement, mais moi, je l'ai vu sur moi. Des choses dont je pensais jamais être capable quand j'ai commencé le power. Genre, je me disais, ouais, le mec, il deadlift 300, il est chargé, c'est sûr. J'ai chargé 300 de la dernière fois, je l'ai monté au genou, je me suis dit, mais à l'époque, t'aurais même pas pu mettre les disques. Genre ça, tu vois ce que je veux dire? Notre corps, c'est une machine de zinzin et franchement, les gars, exploitez-la. Alors, je veux bien, vous n'avez pas la meilleure des génétiques, mais c'est pas les produits dopants, mis à part si vous prenez du Synthol, qui vont faire grandir vos insertions, qui vont, enfin. Même physiologiquement parlant. Hein, ouais, c'est ça. De merde, les produits, ils vont pas améliorer. Ouais, c'est ça. Tu seras un dopé de merde. Enfin, c'est ce qu'on voit sur Internet. C'est des gars, esthétiquement, ils sont moches, mais ils sont dopés. Mais parce que au niveau des tissus, l'insertion, tu seras jamais Mister Olympia, c'est tout. Mais en fait, c'est surtout qu'il faut se rendre compte que les gens qui commencent à se doper. Enfin, pour moi, un dopage intelligent, entre guillemets, en bodybuilding, c'est minimum 7 ans, entre 7 et 8 ans d'expérience derrière. C'est à développer. Oui, mais tu peux avoir de l'expérience, mais te doper comme une merde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est un dopage intelligent. Tu as tout fait pour vraiment arriver à ton top niveau naturel et tu sais que si potentiellement tu passes dans les produits, dans le bodybuilding, tu pourrais chercher une place ou quoi. Mais par exemple, se doper en FA, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est un sport. En vrai, tu gagnes pas de sous. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, oui, tu développes tes coachings par rapport au voilà. On dit souvent ça. J'en entends beaucoup qui disent ça. Ça m'apporterait rien de me doper, etc. Non, arrête de dire ça. Tu as des bonnes perfs, tu peux être un mauvais coach, tu as des bonnes perfs, tu auras des athlètes. Et donc, tu auras un gagne-pain, tu auras aussi des sponsors parce que tu auras plus de visibilité. Et ensuite, là encore, on rentre dans un sport qui commence à se développer. Chez Phil, il y a un cash price. Est-ce que ça vaut le coup, tu vois? Non, je ne sais pas. Mais est-ce que ça vaut le coup, partir du moment, oui, mais je me dis, à partir du moment où il y a des gens qui sont là, qui pleurent parce qu'ils ont loupé leur séance, alors, est-ce que tu pourrais imaginer qu'il y a quelqu'un qui se dope pour être meilleur? Ah, mais bien sûr! S'il y a quelqu'un qui pleure pour sa séance, le taux d'investissement émotionnel, et même en général des gens, et peut-être que pour nous, tu vois, moi, ça semble invraisemblable, même si c'est tentant. Honnêtement, des fois, tu te dis, putain, moi aussi, j'aimerais bien ce côté 300 kilos, mais pour l'instant, ça va être compliqué, quoi. Mais non, si tu regardes vraiment l'investissement émotionnel et même l'argent que ça peut te rapporter, honnêtement, moi, ça m'étonnerait pas. Mais en plus, c'est le cas, tu vois. Genre, on sait très bien, il y a des noms, tu vois. Et voilà, on ne tirera sur personne sur ce podcast, mais non, mais même c'est pas du tout le but et il y a aucune preuve, tu vois. Et même, je pense que de manière générale, t'as des mecs qui sont au top niveau et qui sont naturels, comme t'as des mecs. Comme t'as des mecs qui sont chargés et qui sont R1, quoi. Oui. Exactement, c'est ça. Et en fait, ça sert à rien de tirer sur telle et telle personne. Il faut juste sensibiliser à ça, à dire que le dopage, en fait, c'est foirer ta santé, tu vois. Parce que tu prends les athlètes de top niveau, je sais pas, aux USA ou quoi, ou même en France, peut-être qu'en France, il doit y en avoir. Justement, aux USA, il y a eu, ils ont été bannis de l'IPF. Voilà, c'est ça, peut-être qu'en France, il doit y en avoir. Comme aux USA, il doit y avoir des mecs au top niveau dopés. Et en fait, tu vois que les mecs, ils sont explosés, ils sont super jeunes, mais ils sont défoncés de partout. Et c'est simplement la résultante de ça. Tu vis pour un truc, mais au final, tu te retrouves à être jeune et être complètement explosé, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui est pas viable. Alors certes, ça t'a ramené des coachings, ça t'a ramené de la thune, ça t'a ramené de la visibilité, des sponsors, mais est-ce que ça, c'est sur le long terme? Est-ce que tu auras des sponsors sur 40 ans, tu auras des sponsors sur de toute façon, tu te fais griller, tu vois. Ça, et puis tu te fais griller, c'est foutu pour toi, tu vois, ça a double tranchant. Donc non, maintenant, moi je pense pas que on soit une fédé uniquement de nati. Je pense qu'il y en a, ils passent à travers les mailles du filet. Forcément, je pense que dans tout sport à haut niveau, il y a de ça. Maintenant, ce que je voulais dire, c'était les gars, profitez justement, surtout pour les power, les go muscu, bon, c'est autre chose, mais profitez justement qu'on soit dans un sport assez jeune où les dopés sont rares, je pense, et où en fait vous pouvez justement vous donner des coups d'épaule à des gens de votre niveau entre guillemets hormonal.
Justement, moi, c'est ça qui me fait aussi kiffer un peu ce sport et cet aspect un peu voilà, compétition, c'est que je me dis, on est à armes égales. Là où dans le bodybuilding, en fait, même dans une compète native, on sait que tout le monde est chargé pratiquement. Ouais, Donc, profiter que ce sport soit jeune, que quand même, voilà, ça soit quand même bien testé. En vrai, il y a pas mal de. Enfin, je dis ça, mais par exemple, en France, j'ai pas vu énormément de contrôles, mais on est quand même bien testé, et surtout au niveau, voilà, au niveau, les contrôles inopinés, les trucs comme ça. Donc voilà, on a fait un peu le tour sur le dopage, mais je voulais faire une petite. Moi, je voulais finir Ah oui, sur pardon, ouais. prenez le temps d'apprécier, de progresser en étant, dans tous les cas, d'apprécier en étant naturel, en fait. Ouais. De voir à quel point votre corps peut être fort. Moi, comme Max, hein, je suis à 2 doigts des 300 au terre. On est tous les deux en 74. On est à 2 doigts des 300 au terre. Et il y a 1 an, je me dis, un mec qui tire 300, je me dis, putain, lui, il est chargé, c'est sûr. Ou peut-être 1 an et demi, tu vois. Ouais, moi, peut-être Alors que 2 ans quand même. Ouais, peut-être 1 an, allez, 1 an et demi, 2 ans, parce Ouais, qu'il y a t'abuses, un an et t'abuses. demi, j'étais plus en mode ouais, mais ça, c'est super. Enfin, c'était encore des charges qui étaient un peu inimaginables pour moi, tu vois. Et plus tu te rapproches d'un niveau où tu te dis, bah lui, en fait, celui que je pensais qui était peut-être chargé, il est pas très loin de moi, tu Ouais, vois. Et c'est tu te ça. dis, bah au final, ouais, ton corps, il peut faire des trucs vraiment impressionnants sans penser à être chargé. Ouais, c'est ça. Et faut pas être Et dans la naïveté non plus. est-ce que tu as fait partie de ces personnes qui, dès que tu vois quelqu'un meilleur que toi, ouais, je sais ta réponse, mais ouais, lui, il est chargé, c'est sûr. Non. T'as pas été, et moi non plus. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses qu'on ne se croyait pas capable, parce que Bien sûr. notre raisonnement n'était pas rempli d'excuses ou de façon, en fait, de pensées limitantes. Juste, je me rappelle, c'était Rico qui parlait de ça. Quand j'ai commencé la force, c'était quand Rico il commençait les vidéos là. Et il disait des trucs comme ça en mode vraiment les croyances limitantes. Genre, le mec, il est chargé, bah, en fait, directement, tu formates ton cerveau avec cette idée que tu ne pourras jamais y arriver naturellement. Ouais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, ton cerveau, il va y croire, hein, forcément. On économise de l'énergie ici, bah, si t'es pas capable de le faire, je le ferai pas. Et je chargerai jamais cette barre parce que sinon, je vais même pas la soulever, je vais me faire mal au dos. Donc, bref. Globalement, il faut être un peu con, quoi. C'est juste. Mais clairement, tu tires aussi fort que t'es Ah con. oui, Et, mais tu sais que moi, j'ai appliqué ça pour moi et je sais pas toi, mais depuis que j'applique ça, où je réfléchis moins au. faudrait que je fasse ça au squat, moi. Bah, écoute, j'ai commencé à faire ça au squat et au terre et c'est là où j'ai le plus progressé. C'est. Ouais. En vrai, J'étais c'est un un cerveau. travail. Hein. En fait, c'est ce que je dis souvent, je le dis très souvent sur quoi mes athlètes en ce moment, c'est est-ce que ça corrèle avec ce que tu as fait à l'entraînement la semaine d'avant? Oui, je charge, je descends, je remonte, je réfléchis pas. Non, je charge pas. C'est tout. Ouais, je suis Après, d'accord. c'est un peu plus parce que je fonctionne en RPE plus qu'en pourcentage. Mais si c'est une charge qui est plus 5 kilos par rapport à la semaine dernière, ou même un plus 10, ça dépend des jumps que tu fais, et bah tu charges et tu vois sur tes warm-up si t'es pas en forme ou pas, tu vois. Si c'est sur tes warm-up, tu sens que toutes tes barres de warm-up, elles sont lourdes, qu'il n'y a pas d'explosivité et que tu es à chier au positionnement, bah là, oui, effectivement, tu vas pas charger ce que tu voulais. Mais si tu vois que sur les warm-up, t'es good, que le jump, il est cohérent avec les semaines passées, bah en fait, on réfléchit pas. Tu vas sous la barre, tu sors, tu descends, tu remontes et tu vois si ça passe. Ça, c'est une question de confiance en soi, de toute façon, mais voilà. Aussi, On aussi. développera sûrement sur un deuxième épisode avec mon cher Louis. Donc, je propose qu'on termine le podcast en répondant aux questions que vous m'avez posées hier en story. Donc, je vais choisir 3 questions, on va y répondre avec Louis. Donc, alors, la première, c'est de Adrien. Comment réussir à faire ses entraînements sans avoir la pression? Bah, c'est un peu ce qu'on était en train de dire quelque part. Déjà, je commence et tu rajouteras si tu as. Pour moi, déjà, c'est comme un setup en fait. Le setup, il commence à partir du moment où tu marches vers le rack, vers la barre, vers le banc. Bah, c'est pareil pour ton entraînement. Déjà, comment tu abordes ton entraînement? Est-ce que tu y vas en vélo? Est-ce que tu y vas en bus? Je sais pas quoi. Bref. Comment dire, profite de ce moment, le moment où tu vas à la salle, que ce soit en voiture ou je ne sais quoi, pour déjà visualiser ta séance et comment dire, te rassurer ou alors te hyper un petit peu, tu vois, mentalement, sur le fait que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas à avoir la pression ou je ne sais quoi. Et si tu ressens de la pression, bah, accepte cette pression Oui, et retransforme-la en quelque chose de, galvanisant. ouais, de cohérent en tout cas. Tu vois, Ouais. Ouais, je suis la pression, c'est un mécanisme, comment dire, naturel du corps en fait. Si tu n'étais pas sous pression, bah, en fait, tu ferais un salto à côté du bord de la falaise.
parce que ton corps, en fait, c'est normal, c'est un mécanisme. Mais voilà, transfère cette pression en énergie. Et quand tu arrives à ta séance, la routine, c'est quelque chose de vraiment bien. Savoir ce que tu fais, connaître ton environnement. Enfin, on en parlait avec Nathan la dernière fois, mais typiquement, faire tout le temps la même chose, en fait. Toute nouveauté, c'est un stress subi par ton corps. Mm. Si tu fais tout le temps la même chose, même routine d'échauffement, même routine de placement, etc., ça enlève une pression en moins. Et ensuite, maintenant, quand tu es sous la barre, bah, prends conscience de tes capacités. Tu sais que cette barre, tu peux la réussir. Et si c'est une barre que tu n'as jamais passée, bah, là, va falloir y aller en mode couper le cerveau. Tu vois, tu fais le taf et basta. Et puis, tu te fais spotter. Comme ça rajoute de la confiance. Et c'est tout. Je pense que voilà, maintenant, il faut aussi kiffer ta pratique. Arrêtez de Oui. vous mettre la pression et juste kiffer votre pratique et kiffer le fait de pouvoir pratiquer. Il y a que ceux qui se sont blessés, vraiment blessés, ou alors opérés du cul comme moi, qui peuvent savoir ce que c'est d'être privé de la FA pour de vrai. Et franchement, quand tu te remets ça en tête, tu te dis, ouais, en fait, je m'en fous que ma séance, elle me fasse peur ou qu'elle soit dure, je sais pas quoi. Je peux m'entraîner, c'est carré. Et c'est surtout aussi apprivoiser cette pression, parce que sans la pression, tu perds pas. Tu vois. Alors, c'est encore un C'est un débat de débat, ouais. profil psychologique, mais de manière générale, si tu n'as pas de pression, tu n'as pas d'accélération du rythme cardiaque, tu n'as pas de montée d'adrénaline, tu n'as pas de stimulation du système nerveux, bah, ça vaut pour tout le monde. Cette pression, elle ne doit pas t'oppresser. C'est une pression qui est nécessaire, mais qui, en fait, va te permettre d'aller sous la barre de manière confiance. Et putain, je vais lui casser Bah, la gueule. c'est la hype, en fait, la pression. Ouais, c'est ça, c'est la hype. Mais en fait, et la hype aussi, c'est un petit peu ça corrèle un petit peu avec ce qu'on disait au tout début, c'est la hype ne doit pas être corrélée, pardon, à la précipitation. Ok. Il faut gérer cette pression de manière à l'engranger pour performer. Et si par exemple, c'est ta manière à toi de te hype énormément avant de monter sur le plateau ou avant d'aller sous ta barre et d'être très calme sous la barre, bah, c'est une façon, tu vois, de gérer cette pression. Mais il ne faut pas que tu te laisses envahir par le truc. C'est discours interne positif, c'est elle est à moi, c'est la mienne, je vais la monter, je la monte, je la monte, je la monte. Tu te répètes ça, tu te répètes ça, et au fur et à mesure, cette pression, tu vas réussir à la dompter, entre guillemets, si je peux dire, et à l'utiliser à bon escient, et pas genre avoir les jambes qui tremblent sous ton squat, tu vois, et que tu sois complètement paralysé par ça. Il faut vraiment réussir à prendre ça, la mettre dans une boule, la canaliser et te permettre de ne pas te déconcentrer à cause de cette pression, mais justement te concentrer grâce à celle-ci. Ok. Question de Nathan, mon cher ami de Kiritou Strange. C'est quoi la variable d'entraînement la plus intéressante à manipuler? Je vais commencer. Euh, c'est une bonne question. Moi, j'aurais dit les tranches de rep. Le rep range. Ouais. Donc un peu sur le volume. Bah non, parce que le nombre de séries effectives ne bouge pas étant donné que tu as trouvé, enfin, quand tu as trouvé Ouais, mais ton volume, si tu passes d'un x3 à un x8, forcément, le volume va être différent. Ah, parce que tu parles en tonnage, toi? Ouais, en tonnage, ouais. Ouais, moi je fonctionne pas trop en Ok. tonnage, mais oui, ouais, Ok. Donc toi, ça va être le rep range. Moi, j'aurais dit l'intensité. Genre varier l'intensité de bloc en bloc. Oui, les deux. Ouais, les deux. Bah, en fait, quand tu vas varier la rep range, tu vas aussi varier l'intensité absolue, hein, de manière générale. Bah, pas forcément, tu vois, si tu restes sur un x3 RP8 et un x6 RP8, on va dire que oui, forcément, le stress mécanique va être différent, mais ouais, en vrai, elle est compliquée ta question, attends. Il a voulu nous faire une question de premier de la classe, là. Bon, vas-y, on passe à une autre. La densité de la moustache est-elle corrélée avec la force au bench? Alors, honnêtement, on va finir sur ça, les gars, parce que là, ma vessie, elle est pleine, j'ai envie d'aller au test depuis tout à l'heure. Non, bah écoute, au Mais niveau on de la peut poursuivre un moustache, peu sur la question de Nathan si tu veux, si tu as encore un peu le temps. si t'as des choses à dire, vas-y, hein. Bah, en fait, ça va dépendre de tout, mais la variable la plus importante, comme on a dit, c'est intensité et rep range. Et parce que de toute façon, ton volume, en fait, sur l'année, il va pas forcément changer, tu vois, il va rester le même. Peut-être que Bah, ça tu vas dépend rajouter ça dépend de quoi tu parles quand tu dis volume, un mais volume, oui, je parle de série, nombre de séries effectives, pardon. Euh, ton volume, il va pas, enfin, ton nombre de séries effectives, il va pas changer foncièrement sur l'année. Tu vas peut-être oui, c'est un ou deux, ouais. rajouter ou baisser en fonction de comment, mais pour moi, c'est ce qui change en fur et à mesure, enfin, d'un bloc à un autre, c'est la rep range, l'intensité s'il faut, donc le RPE est donné sur une série, et les variations. Bah, c'est surtout l'intensité, moi je le vois.
l'intensité de comment tu débutes ton bloc et comment tu le termines. Parce Ouais, que moi, oui. j'ai des blocs où je vais commencer sub 6, je vais terminer 8, et il y en a, je vais commencer 7, je vais terminer 10, tu vois. Ça va vraiment dépendre. Et pour moi, c'est là où c'est le plus intéressant, plus que le rep range, parce qu'en vrai, tu peux programmer, comment dire, des blocs similaires au niveau du rep range, au niveau de la série effective, etc. Mais juste changer le RPE ou le pourcentage, tu vois. Oui, oui, oui. Donc pour moi, ça va être la variable la plus intéressante à, comment il appelle ça, moduler, enfin, Mm, voilà, parce que justement, c'est l'intensité qui va jouer sur ton résultat et sur ton momentum. mm. Tandis que, tu vois, moi plus je coach, plus j'ai du mal à changer drastiquement ou même un petit peu de bloc en bloc le rep range. Moi J'aime aussi. bien, en fait, j'ai mes formats secondaires que je change pratiquement jamais et j'ai mes formats primaires que je vais changer à chaque bloc. Genre, je Ouais. vais passer, je sais pas, d'un AMRAP à un x3, à un x2 ou un x1. Enfin, ça, je change au niveau de mes, voilà, mes jours primaires, mais au niveau du secondaire, je change jamais parce que je suis pas à l'aise sur le fait de me dire, ok, j'ai changé, mais est-ce que du coup ça me donne une donnée sur ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, tu Mm. vois? Je change juste si ça marche plus ou le mec progresse plus sur son format, Oui, quoi. ouais, mais par exemple, si tu vois que le mec sur son squat secondaire, il réagit bien sur une tranche de rep assez haute, bah, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une progressivité. Euh, je sais pas, le bloc 1 où tu vas être un peu plus sur un bloc en triplé ou quoi, avec un RPE qui va être un peu plus évolutif au fur et à mesure des semaines, où tu vas peut-être Ouais, commencer ton bloc RPE 7 plutôt que 6, enfin sur ton SBD, je parle, sur ouais. son squat secondaire du lundi, notamment, ça dépend comment tu agences le bloc, mais moi, Ouais, généralement, c'est comme ça, moi. je vais mettre bloc un 5 reps. Le bloc d'après, il sera en doublé, mais du coup, tu vas gérer aussi l'intensité du squat secondaire en mettant du 6 reps. Et tu mets du 7 reps sur le bloc en single, tout en accumulant du volume et en gérant la charge absolue. Et au final, si tu es quelqu'un qui réagit bien à une tranche de reps assez haute, c'est quelque chose Oui, qui foncièrement va bien marcher parce que ça va désensibiliser ton corps au fur et à mesure des blocs. Donc, tu n'auras pas le même schéma établi, mais tu vas rester dans la même globalité de progression. ouais, mais là où je suis pas super à l'aise du coup en faisant ça, je le faisais un petit peu à un moment, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas à l'aise. C'est en fait, ouais, le gars, je sais pas, au niveau de sa composition corporelle ou je ne sais quoi, en fait, au-dessus de 4 reps, c'est chaud pour lui, mais ça, tu le sais pas direct. Mm. Donc, tu vas lui faire bloquer un 4 reps, 5 reps, 6 reps. En Oui, ça, fait, il va il te arriver le dit. il va arriver sur le dernier bloc où il est le plus haut en intensité au niveau du primaire, du jour primaire. Et il arrive sur son secondaire le flingue, ou alors, je sais pas, au niveau de sa capacité de travail, il y a un bémol, tu vois, et en fait, ça va Mm. flinguer son bloc juste parce que tu as changé la variable du rep range. Tandis que Mais du si coup, tu ça as fait. juste changé l'intensité, en fait, la variable, comment dire, tu sais que ça Oui, va ouais, fonctionner sur lui, tu vois. ouais, Genre, je vois ce que tu au veux lieu dire. de le faire bloc 1, tu le fais commencer 7 ou 6 sur son jour secondaire. Et bloc 3, si tu veux que son secondaire soit vraiment soft pour qu'il puisse attaquer le primaire tranquillement, tu le fais commencer sub 6. Et au moins, là, tu es sûr que le seul risque, ça va peut-être être un petit désentraînement, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis d'accord Donc, avec toi. moi, ce serait plus ça. Donc, pour répondre à Nathan, vraiment l'intensité de travail de bloc en bloc. Donc, l'objectif du bloc, finalement. Vu Ouais, que chaque bloc va avoir un objectif d'intensité quelque part. ouais, c'est pas faux. Donc, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait On a plus bien de. fait le tour, effectivement. Je sais pas, je vois pas le temps du podcast. Ça Mais en tout fait cas, 1h40 là. écoute, tu nous expliques un peu comment on te retrouve, mon cher Louis? Vous pouvez me retrouver sur Instagram de manière générale. Donc Je mettrai le Instagram Insta. lflx.2 Je mettrai le où, Insta en bio, bien évidemment. où je suis beaucoup actif au niveau des stories. Je poste beaucoup mes entraînements et j'explique aussi ce que je fais durant mes entraînements, ce que je fais autour de mes entraînements et pourquoi c'est intéressant de le faire. Je donne pas mal de tips et je discute notamment avec ceux qui interagissent avec moi aussi. Instagram, c'est un réseau social et c'est important de discuter avec les gens qui vous suivent. Donc voilà, si vous voulez me retrouver ou avoir voir plus de vidéos pour comprendre plus de conseils ou quoi, je fais aussi des vidéos explicatives, donc n'hésitez pas à venir. Et je remercie Max de m'avoir invité sur le podcast qui était vraiment intéressant pour le coup. Donc Louis, je le réinviterai sûrement parce que, comme vous voyez, on a un peu la même façon de parler. On parle beaucoup, beaucoup et on s'étale et ça peut être cool. Mais il faut Ouais. savoir se canaliser aussi. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit like, un petit commentaire, un petit sub.
Et n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos mères, à vos pères, à vos grands-pères, et à toute votre famille, ça peut être cool. Parce qu'on parle force, mais on parle aussi philosophie. Tout ce qu'on a, comment dire, tous les sujets qu'on a abordés en généralité sur la force, vous pouvez les transposer sur votre vie. Hein. C'est une question de mindset, c'est une question de, voilà, de discipline, résilience, etc. Des valeurs qu'on prône. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés et on se dit à la semaine prochaine pour le nouveau podcast qui devrait sortir mardi ou mercredi. Ciao l'équipe. Ciao. Et tac.